Tout le monde vous dira qu'en avril à Chicago, on ne peut pas parler de chaleur, mais j'ai enduré jusqu'à ce que mes dents claquent, puis 5 minutes d'eau chaude pour me réchauffer et j'étais aussi proche de me réveiller que possible. Je me suis dirigé vers le restaurant pour le petit déjeuner américain qui m'avait tellement manqué ces 4 derniers mois. Entre les pancakes, les œufs brouillés, le bacon et les saucisses trempées dans sirop d'érable, j'ai bu 4 tasses de café et je me suis dirigé vers JP Morgan sur Dearborn Avenue où mon rendez-vous était fixé à 10h30. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage où se trouvaient les suites de la banque privée et j'ai traversé le hall en montrant ma pièce d'identité. De là, on m'a escorté jusqu'à l'une des petites salles de conférence et on m'a demandé d'attendre. C'est ainsi qu'ils voulaient jouer. Il y avait 2 caméras couvrant les coins opposés de la pièce et je suis sûr qu'ils me surveillaient. J'ai jeté ma serviette en cuir et mon ordinateur portable sur la table, ignorant le bois poli, et je me suis dirigé vers la fenêtre. Je suis resté là à regarder la rue sans bouger. Ils m'ont laissé là pendant plus de 17 minutes. Je le sais parce que j'ai compté jusqu'à 1020 Mississippi. Pendant tout ce temps, je n'ai pas bougé d'un pouce. Lors de mes nombreux voyages en Extrême-Orient et en Asie du Sud-Est, j'ai appris quelque chose. L'une d'elles était le visage. Ne pas avoir peur ou montrer de faiblesse quoi qu'il arrive. Joe Rutledge, vice-président des traders internationaux en actions et matières premières, est entré suivi de Samuel Young, notre avocat d'entreprise. S'il n'avait été que Joe, la réunion se serait transformée en séance de remue-ménage pour résoudre le problème et colmater les fuites. Si cela avait été seulement Samuel, il aurait été question de comment couvrir les fesses de la banque sur le plan légal. Mais comme c'était tous les deux, quelqu'un allait se faire virer et ce quelqu'un, c'était moi. Adam, ce n'était pas sans une poignée de main. Il m'a fait signe de m'asseoir et ils ont décidé de s'installer en face de moi. La ligne de front était tracée. Que diable s'est-il passé à Singapour? Ce n'était pas vraiment une question. Nous t'avons envoyé là-bas pour assurer la stabilité des jeunes, et au lieu de cela, tu as approuvé l'achat de 300 millions de dollars d'actions dans une toute nouvelle entreprise cotée à la bourse de Singapour, sans autre donnée que leur prétention que c'est une bonne idée. Oui. Oui à quoi? Oui. Son visage est passé du rouge au violet et une veine a sailli sur son front. Peut-être aimerais-tu élaborer? Regarde, Joe, tout est dans mon rapport. Le candidat au poste de PDG était de premier ordre. Ils ont pointillé tous les i et croisé tous les t. L'équipe de direction, du haut en bas, est composée d'experts du domaine avec près de 200 ans d'expérience. De plus, le projet lui-même a 50 ans d'existence et ses chiffres ont été confirmés par Deloitte et KPMG. J'ai argumenté. Les océans ont été vidés de leurs poissons et leur projet d'aquaculture est l'un des plus avancés technologiquement sur la planète, soutenu par un véritable savoir-faire et des capacités. Alors pourquoi leur cours de bourse est-il en baisse? S'est-il exclamé. Ils sont entrés en bourse à 17 $ l'action et maintenant ils se négocient à 9,55. Il a tapoté du doigt sur la table. Et qu'as-tu fait? Tu es sorti et tu en as acheté davantage. Oui, car il y aura un rebond et si le prix atteint 25, comme le prévoit mon équipe et moi, nous aurons la moitié à 17 et la moitié à 9,55. Cela représente un bénéfice potentiel de 267 millions. C'est presque 90% de profit. Il ne comprenait pas toute la situation. Joe, nous possédons 25% de toutes les actions. Nous sommes le plus grand actionnaire unique. Une entreprise qui échoue, a-t-il crié, éclaboussant de salive. C'est parce que les Chinois et dans une moindre mesure, les Thaïlandais et les Vietnamiens, font des ventes à découvert pour soit couler l'entreprise car elle est en concurrence directe avec leur propre pêcherie et menace leur quasi-monopole en Asie du Sud-Est. Soit pour l'acheter pour presque rien et étendre leur position dans le commerce international du poisson. Je l'ai poussé du doigt de l'autre côté de la table. Nous devons avoir le courage de tenir bon. Ce n'est qu'un échec. Il a secoué la tête. Ce n'est pas les années folles des années 80 et 90. Nous devons trader sur la confiance et maintenir un ratio de risque positif. Tout est dans mon rapport. Je l'ai souligné à nouveau. Ton rapport n'est rien de plus que 50 pages de vœux pieux. Il m'a accusé. De toute façon, ce n'est plus seulement ma décision maintenant. Le conseil a approuvé ma recommandation et tu es viré.
Et c'était donc au tour de Samuel de me laisser filer. L'offre était de 3 mois de salaire et presque 30 jours de congés accumulés, me donnant effectivement presque 5 mois de salaire. De plus, il rachèterait mes stock options et paierait la différence entre le prix d'émission et le prix actuel. Au total, je partirais avec près de 800 000 $, mais avec une réputation ruinée et aucune perspective d'emploi futur autre que chez McDonald's ou KFC. À 2 heures, j'avais signé tous les formulaires nécessaires, transféré mon plan 401K de 17 ans dans un IRA, rendu tous les matériels de l'entreprise, y compris mon ordinateur portable, et j'ai été escorté dehors. Je me tenais sur le trottoir avec une serviette vide sur mon épaule et une sensation étrange dans ma tête comme si j'avais une anévrisme cérébrale. Je me suis dépêché pour attraper un taxi pour retourner à l'hôtel, et mon imagination m'a clairement représenté en train de mourir dans la rue avec des étrangers qui pointaient du doigt et me fixaient du regard. Une fois dans ma chambre, j'ai pris une mini bouteille de whisky du bar, je l'ai mélangée avec du 7-Up et je l'ai versée sur de la glace. Blasphème. Je sais. Je me suis assis pour contempler mes options. J'avais 42 ans. J'étais trop jeune pour prendre ma retraite, mais étais-je trop vieux, vieille pour recommencer à zéro? Il ne me restait qu'une seule option, et cela semblait être un pari. Mais d'un autre côté, aurais-je le courage ou non? J'ai décidé que si je n'avais pas le courage, comment pourrais-je m'attendre à ce que les autres l'aient? Alors je suis allé faire du shopping. 1 heure plus tard, je suis revenu avec un tout nouvel ordinateur portable avec Windows 11 installé et prêt à l'emploi. J'ai téléchargé les programmes nécessaires pour suivre les achats et les ventes et je me suis mis au travail. J'ai branché une clé USB avec toutes mes transactions à Singapour, que j'avais soigneusement laissées dans ma chambre d'hôtel et à l'abri de mon employeur, et j'étais prêt à y aller. J'ai vérifié notre compte d'épargne. Il y avait 50 000 $ dessus. J'avais 250 000 $ dans chacun de mes comptes d'investissement, mais cela nécessitait un préavis de 24 heures. Je l'ai fait, puis j'ai vendu quelques actions de premier ordre que je possédais et j'ai calculé qu'avec mon salaire et mes paiements d'options, j'aurais espérons le plus de 1 200 000 $. L'argent devait arriver dans les 2 jours suivants, et j'ai transféré presque la totalité du montant dans un compte de trading offshore appelé Blue Sky International. Quand j'ai eu fini, il était déjà 21 heures. J'ai commandé un hamburger et une bière au service en chambre et j'ai sorti mon téléphone. Il avait été éteint pendant plus de 36 heures. C'était la plus longue période pendant laquelle il avait été éteint depuis longtemps. J'ai envisagé de l'allumer, mais j'étais mentalement épuisé et incapable de faire face à tout ce qui m'attendait, alors j'ai abandonné et je me suis allongé sur mon lit en regardant les informations. J'ai changé de chaîne pour voir comment se portaient les marchés mondiaux, mais il n'y avait presque rien que je voulais savoir. Whisky, bière, hamburger, whisky. Finalement, le décalage horaire m'a rattrapé et je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai pris un petit déjeuner très tôt car mon horloge interne sonnait toujours. J'ai bu mon café et allumé mon téléphone. Il débordait de messages. « Aide papa, maman est en train de craquer ». C'était de la part de Dean et Katrina. Le message était plus long, mais l'essentiel était le suivant. « Qu'est-ce qui se passe avec Jean ?» De la part de mon père. « Joyeux anniversaire et pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone ?» De la part des parents de Jean. « Joyeux anniversaire papa » de la part de Dean et Katrina. « Joyeux anniversaire et bonne chance Adam » de l'équipe de Singapour. « Joyeux anniversaire fils » de papa. « Joyeux anniversaire petit frère » de ma sœur Georgia. D'autres appels ont suivi de la part de Dean, qui a dit que maman était triste et en pleurs mais s'était déjà calmée. Il n'y a pas eu d'appel de la part de Jean. Pas de vœu d'anniversaire, pas d'explication sur pourquoi tout le monde pensait qu'elle agissait bizarrement. C'était comme si je n'existais pas. J'ai pris le vol de 8h30 pour Springfield, j'ai appelé à la maison et je me suis retrouvé dans une situation compliquée. Les enfants avaient laissé leurs jeux, des canettes de soda et des assiettes partout dans le salon. Les sols semblaient comme si notre aspirateur était en panne. La cuisine était encore pire. L'évier était bouché avec des assiettes non lavées. Le lave-vaisselle débordait. La poubelle débordait. J'ai emmené les affaires dans la buanderie, où des vêtements non lavés traînaient depuis ce qui semblait être des semaines.
J'ai séparé le blanc et les couleurs claires des couleurs foncées et j'ai commencé le processus. Une fois de retour, j'ai commencé à remettre de l'ordre du salon à la cuisine. Il y avait 2 bouteilles de vin vide et des verres à pied dans le salon. Les deux avaient des traces de rouge à lèvres de couleurs différentes. Notre chambre semblait n'avoir pas été changée depuis un moment. J'ai mis des draps propres, changé la housse de couette et aéré la pièce. Les chambres des enfants étaient effectivement plus propres. Sales mais plus propres. Étant en mode nettoyage, j'ai emballé et fait le reste. J'ai passé l'aspirateur et vidé les poubelles. Il s'est presque écoulé 3 heures avant que je pense avoir terminé, alors je me suis dirigé vers mon bureau pour allumer mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le taux de l'aquaculture en Asie du Sud-Est. Il était descendu à 9,37 $. C'était presque 2 points de moins pour la journée. Nous verrons quel genre de billes j'ai une fois que mon argent sera dans la caisse et que je pourrai entrer sur le marché. J'ai appelé mon père. Ma mère est décédée il y a 5 ans d'un cancer du sein. Nous avons discuté de Jean. Il a dit qu'elle avait semblé triste et déprimée ces 2 dernières semaines. Il a dit qu'elle était brisée de chagrin mais sans raison apparente. Étrange. J'ai vérifié nos transactions bancaires mais il n'y a rien d'anormal. Cela devient de plus en plus étrange. J'ai vérifié les messages sur notre répondeur mais rien d'inattendu non plus. J'ai séché et plié mes vêtements un moment puis j'ai décidé de voir ce que nous avions pour le dîner. La réponse courte n'était pas grand-chose. Je suis allé dans le garage et j'ai reconnecté la batterie de ma Audi A6. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage et la voiture a démarré du premier coup. Je suis allé au supermarché local, j'ai acheté quelques articles essentiels et je suis revenu avec des courses pour préparer un curry vert thaïlandais et du riz jasmin. J'ai fait bouillir le riz dans de l'eau et du lait de coco avec un peu de gingembre pour lui donner plus de saveur. J'ai sauté les lanières de poulet avec des courgettes, des aubergines asiatiques, de la citronnelle hachée, de l'ail frais haché, un bouquet de basilic asiatique et des feuilles de coriandre fraîches avec des piments verts frais. J'ai ajouté une boîte et demie de lait de coco, 2 cuillères à soupe de pâte de curry vert et le zeste et le jus de 2 citrons verts. Une cuillère à soupe de sauce de poisson et enfin une cuillère à café de sucre pour équilibrer l'acidité et laisser bouillir. J'ai haché 4 oignons nouveaux, de la coriandre fraîche et des feuilles de basilic pour garnir le plat avec eux. J'ai dressé la table et je me suis versé une bière. J'étais à mi-chemin lorsque la voiture de Jean s'est garée dans l'allée et les enfants, voyant ma voiture dans l'allée, sont entrés dans la maison en criant que papa était rentré. Je les ai serrés tous les deux en même temps et je les ai embrassés encore et encore. Je leur ai dit combien ils me manquaient, même si nous faisons souvent des appels vidéo. Des larmes me sont montées aux yeux et Katrina a sangloté dans mes bras, se cramponnant à moi, tout son corps tremblant. Dean était un peu plus calme, comme il convenait à son statut presque d'homme. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que Jean nous regardait. Moi. Il y avait une expression étrange, presque mélancolique, dans ses yeux et quelques larmes ont roulé sur sa joue. Elle a attendu que je me lève, tenant nos enfants dans ses bras, et m'a serré contre elle en m'embrassant doucement sur les lèvres. Bienvenue à la maison, Adam. Il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme dans ses paroles, et sa gestuelle indiquait une certaine tristesse ou malaise. Ses yeux ne se sont pas attardés sur moi très longtemps. Ça sent bon. Elle a reniflé. Qu'est-ce que c'est? C'est du curry vert thaï, m'exclamai-je. Dean et Katrina me regardèrent d'un air incompréhensif. Je ne sais pas ce que c'est, papa, mais ça sent vraiment bon. Dean sourit et me serra à nouveau dans ses bras, sous les hochements de tête et les baisers de Katrina, qui avait ses bras autour de mon cou, ses jambes en l'air. Vous deux, allez vous laver et préparez-vous pour le dîner, ordonna Jean. Dépêchez-vous. Vous aurez tout le temps nécessaire avec votre père après. Elle entra et me fit une douce étreinte ainsi qu'un baiser sur la joue. Tu as l'air épuisé, Adam. Elle évalua visuellement mon état. Comment se fait-il que tu sois rentré si tôt? Je pensais que tu devais rester là-bas encore 8 semaines. Il s'avère que les patrons n'ont pas apprécié certaines de mes initiatives, avouai-je. Je viens de me faire virer, rougis-je. Puis sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Eh bien, c'est...
Elle chercha un mot. Malheureusement, réussit-elle à marmonner. On verra. Comment? On trouvera quelque chose. Mais toi, qu'en est-il de toi? Je fixais cette presque inconnue se tenant devant moi. J'avais été marié pendant 15 ans, et elle se comportait plus comme une connaissance que comme ma femme. Ça va? Je crus voir ses yeux s'assombrir, mais elle cligna des yeux et redressa ses épaules. C'est le travail. Elle essaya de sourire, mais cela ne fonctionna pas tout à fait. Le marché est en baisse. Ce n'est pas ce que j'avais entendu. Il y a des changements en cours chez MRE. Il y a beaucoup de pression sur tout le monde. Elle écarta les bras pour montrer à quel point c'était énorme. À ce moment-là, les enfants se lavèrent, descendirent les escaliers et revinrent vers moi. On parlera plus tard. Elle se tourna vers la cuisine. Nous nous sommes réunis pour un repas. J'ai servi et disposé chaque assiette, puis versé un vin blanc californien frais à Jean et à moi. Dean a insisté pour avoir une canette de Mountain Dew et Katrina a demandé de l'eau. Nous nous sommes assis à table et avons dîné en famille pour la première fois depuis 4 mois. J'ai raconté aux enfants des histoires sur Singapour, sur le mode de vie et certaines des activités auxquelles j'ai participé. Elle faisait presque exclusivement partie d'exercices de renforcement d'équipe et comprenait des courses de bateaux dragons, du golf intérieur, du tag ninja et du tir à l'arc de combat. C'était vraiment amusant. Après avoir vidé leurs assiettes, Dean et Katrina ont disparu ensemble et sont revenus, souriant, tenant un cadeau emballé. « Joyeux anniversaire, papa !» Les mains de Jean se sont portées à sa bouche. J'ai embrassé mes enfants au son de « Oh mon Dieu !» émis par Jean. Je suis tellement désolé, Adam. J'ai complètement oublié. J'étais sur le point de lui sauter dessus et de lui rappeler que je lui avais offert des boucles d'oreilles en diamant pour son anniversaire. Mais au lieu de cela, je me suis concentré sur les enfants. J'ai ouvert mon cadeau. C'était un ensemble frères d'armes. J'adorais cette émission et j'avais toujours dit que je voulais avoir une collection de CD. Je les embrassais à nouveau. Leur large sourire répondait au mien, empli de plaisir à donner et à recevoir. Je t'apporterai un cadeau demain, Adam. Jean était gêné et plein de remords. Je lui fis signe de s'en aller. Tu n'es pas obligé, dis-je magnanimement. Être à la maison avec ma famille est le seul cadeau dont j'ai besoin. Dean et Katrina se jetèrent à nouveau dans mes bras en criant « Je t'aime, papa ». Nous nous sommes assis à table et avons discuté pendant 1 heure ou plus, mais finalement ils ont dû aller faire leurs devoirs pendant que Jean et moi rangions la cuisine. Que se passe-t-il, John? Tu n'es pas la personne que je connais. Elle agita vivement les mains comme pour m'arrêter, puis ses épaules s'affaissèrent. Je ne sais pas, Adam. Je crois que je suis déprimé. Tu as toujours beaucoup voyagé et pendant des semaines. La dernière fois, c'était trop long. Elle me regarda dans les yeux. Tu n'es pas là. Nous menons à peine la même vie. Des larmes coulaient sur ses joues. Je me sentais perdu. Je tendis la main et l'enveloppai dans une étreinte. Elle résista un moment, mais finit par se laisser aller et me laissa la serrer tout en sanglotant doucement. Nous sommes restés comme ça un moment. Je voulais plus. Je voulais résoudre le problème. Mais elle ne voulait pas me laisser savoir qu'elle voulait autre chose que d'être tenue. Pourtant, elle avait raison. Au cours des 6 dernières années, depuis que j'avais été promu superviseur, je m'étais retrouvé dans le rôle ingrat d'instigateur de problèmes pour de jeunes équipes inexpérimentées. Nous en avons discuté et convenu que nous devrions faire des sacrifices, dans le but ultime de prendre notre retraite tous les deux lorsque j'aurai 50 ans et de profiter d'une vie de loisirs et de voyage. Elle se retira doucement et me suggéra de passer du temps avec les enfants. J'ai commencé par aider Katrina à faire ses devoirs, puis j'ai fait de même avec Dean. Après avoir bordé Katrina, je l'ai embrassée et je me suis dirigé vers Dean. « Maman ne va pas bien, papa ?» dit-il avec inquiétude. « Elle pleure et ne fait presque rien à la maison. Elle a même oublié ton anniversaire. » Il regarda derrière lui pour s'assurer que personne ne nous écoutait. « Je crois qu'elle est en train de faire une dépression nerveuse. » Il avait les larmes aux yeux. « S'il te plaît, arrange ça, papa. » J'ai hoché la tête, même si je n'avais aucune idée de ce qui se passait ou de ce que je devais faire. En descendant les escaliers, je l'ai entendu parler doucement au téléphone. Elle m'a entendu ou vu et s'est évanouie.
Qui était-ce? J'ai haussé un sourcil. Une des filles du bureau. Elle a mis fin à la conversation. Nous nous sommes regardés. Elle ne recula pas d'un pouce. Peu importe ce qui la tracassait, elle n'avait pas l'intention d'en parler, mais elle avait l'air en colère. En colère contre moi et essayant de le cacher. J'ai décidé que c'était un problème beaucoup plus sérieux, mais je commençais déjà à ressentir le décalage horaire, et j'avais encore tellement à faire. Il était 9h30 quand je suis entré dans mon bureau et ai vérifié la bourse de Singapour. Ils avaient 13 heures d'avance et avaient déjà commencé à trader depuis 2 heures. CA se négociait à 9,90 $. L'action avait légèrement augmenté. Je suis monté à l'étage et j'ai attendu que Jean finisse dans la salle de bain. Elle s'est lavé le visage, s'est brossé les dents et les cheveux, et est entrée dans la chambre en portant un t-shirt surdimensionné, comme elle le faisait souvent quand elle prenait la peine de porter quelque chose. Je me suis rafraîchi, me suis brossé les dents, me suis rincé et me suis glissé dans le lit. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est crispée un moment, puis s'est pressée contre moi. « S'il te plaît, tiens-moi juste », chuchota-t-elle d'une voix faible. Je l'ai serrée dans mes bras pendant très longtemps. Ce n'était pas la femme que je connaissais. Quelque chose n'allait fondamentalement pas, mais quoi? Avais-je été trop longtemps absent? La séparation était-elle trop difficile? Mais elle n'a jamais rien dit, pas une seule fois. Était-elle tombée hors de l'amour pour moi? Tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Avait-elle eu une liaison? Et puis j'ai eu une pensée terrible. Et si elle était malade? Et si c'était une maladie terrible et qu'elle ne savait pas comment me le dire? Toutes ces pensées tournoyaient sans fin. Mais finalement, le décalage horaire et toutes les fortes émotions des 2 derniers jours ont fini par avoir raison de moi, et je suis tombé dans un sommeil profond. J'ai fait des rêves où je poursuivais une ombre sans nom et inconnue mais je ne pouvais pas l'attraper. Je me suis réveillé à 4h30 en me sentant toujours fatigué et malade. J'ai décidé d'aller courir et je me suis promis d'acheter des pilules de mélatonine à la pharmacie pour rétablir mes rythmes circadiens. J'ai été sur la route pendant environ 1 heure et quand je suis rentré, j'ai trouvé Jean parti, emportant un court mot me demandant de nourrir les enfants et de les conduire à l'école. Il était encore tôt, alors je suis allé vérifier mon compte en banque. L'argent de JP Morgan avait été crédité et je l'ai transféré sur mon compte offshore. J'ai vérifié les actions de la CEA et non seulement elles avaient perdu leur gain précédent, mais elles se négociaient à 8,99 $. Elles n'étaient pas exactement en chute libre, mais sur un escalier roulant descendant. J'étais confronté à un choix. Réparer mon mariage ou réparer mon avenir financier? Est-il possible de faire les deux? J'ai passé autant de temps que possible avec Dean et Katrina et leur ai posé quelques questions générales sur ce qu'ils avaient fait pendant les mois où j'étais parti. La réponse était que ce n'était pas grand-chose, sauf quelques activités professionnelles avec le patron de ma mère, Anthony Carter. Ils ont joué au mini-golf, sont allés au cinéma et dîné dehors. Katrina n'a rien remarqué, mais Dean a dû remarquer mon visage et s'est levé. Il était toujours avec sa fille, Evelyn. Il s'est défendu. Elle disait toujours que maman était une grande partie de l'entreprise, comme si nous étions tous une grande famille heureuse. Katrina a opiné du chef en signe d'accord. Oui, tante Evelyn était toujours avec nous, a-t-elle acquiescé. J'ai souri à tous et leur ai dit que j'étais content qu'ils n'aient pas passé leur temps à la maison pendant mon absence. Mais maintenant que j'étais de retour et que l'été approchait, je voulais que nous partions en vacances et en profitions au maximum. Ils ont approuvé d'un signe de tête et je les ai serrés dans mes bras et embrassés à nouveau. Je les ai conduits à l'école et ai appelé quelques amis pour organiser une rencontre le matin. Puis j'ai appelé Georges Thalys, mon ancien mentor. Il était mon superviseur quand je suis arrivé pour la première fois sur le marché financier, et il m'a enseigné de nombreuses tendances invisibles qu'aucun programme informatique ou application ne vous enseignera. Tout est motivé par la cupidité et la peur, me répétait-il sans cesse. Nous avons discuté un moment. Il vivait toujours à Chicago et était courtier enregistré gérant une petite entreprise pour quelques anciens clients. Nous avons discuté de ma certification. J'étais enregistré auprès de la SEC et membre de la FINRA, ainsi qu'enregistré auprès de l'Autorité des valeurs mobilières de l'Illinois et avait signé un document de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Nous avons convenu que je lui enverrais une copie électronique du prospectus SEAA et en discuterions plus tard dans la journée. Je suis passé à la pharmacie communautaire HAHS située en face de l'hôpital Saint-John. C'était pratique sur le chemin de mon premier rendez-vous de la journée. Je quittais la pharmacie avec de la mélatonine et quelques pilules vitaminées quand j'ai remarqué Jean et Evelyn Carter sortir de l'hôpital Saint-John. Ils se tenaient l'un à l'autre et semblaient être deux femmes liées par un chagrin partagé. Je les ai discrètement observés alors qu'ils avançaient la tête baissée et les épaules affaissées, privés d'espoir et de rêve. Ils sont montés dans l'Uber qui les attendait et ont disparu dans le flot de la circulation. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai passé en revue toutes les options qui tournoyaient dans ma tête depuis la veille, mais rien ne sortait. Ma femme était-elle malade et ne me l'a pas dit? Evelyn était-elle malade? Ils avaient l'air accablés par le chagrin et se tenaient l'un à l'autre, mais pas malades. Aucun des deux n'avait l'air malade. Peut-être était-ce une connaissance mutuelle? Ils semblaient trop émotionnellement attachés à la douleur pour être de simples connaissances. Un ami alors? Non, plus qu'un ami. Un amoureux? Oui, très probablement un amoureux. Mais un amoureux mutuel? Peu importe et qui que ce soit, ils partageaient tous les deux une profonde affection. Dis-le. Mon esprit insistait. Étaient-ils amoureux l'un de l'autre? Peut-être, mais ce n'était pas ça. Merde. Alors maintenant quoi? Alors j'ai fait la chose rationnelle et logique, ou du moins aussi rationnelle et logique que possible dans les circonstances, et je suis allé à la réunion. J'ai parlé de la possibilité de participer à la CAA et n'ai rien laissé de côté, y compris le licenciement. Lors de la première réunion, Julian Knowles a dit qu'il me contacterait plus tard, après en avoir discuté avec son club d'investissement. La deuxième réunion était avec Aaron Goldstein, un détaillant à l'ancienne avec beaucoup d'argent. Il a tout de suite aimé l'idée, et après avoir passé un certain temps à déplacer de l'argent sur son ordinateur, il a accepté de transférer 10 millions sur mon compte de trading une fois les formalités terminées. J'étais en train de prendre un café chez Starbucks à Monroe quand George a appelé. Il a aimé le prospectus et avait un groupe d'investisseurs intéressés. Nous avons convenu d'une structure de commission à échelle variable, de sorte que plus le rendement était élevé, plus le pourcentage de commission l'était. J'ai appelé mon père et lui ai parlé de l'opportunité de la CAA, et il a dit qu'il aimerait investir 100 000 €. Il enverrait l'argent le lendemain. J'ai ensuite discuté avec Jean de toute la situation dans laquelle je me trouvais. Il est resté silencieux, et je l'ai mentalement vu se gratter la tête. Le raisonnement de mon père était lent et méthodique. Il travaillait en tant qu'analyste de risque pour l'une des principales compagnies d'assurance de l'État. Lorsqu'il a répondu, c'était avec inquiétude. Son comportement ressemble à celui d'une femme en deuil. Eh bien, elle ne pleurait ni sa mère ni son père. Ils étaient tous les deux dégoûtamment en bonne santé et vivaient en Arizona. Apparemment, ils aimaient le climat chaud et sec. Elle n'avait pas de frères et sœurs, et ses quelques cousins étaient dispersés à travers tout le pays et étaient presque des étrangers. Nous avons parlé pendant un long moment alors que je questionnais ses pensées, et finalement j'ai dû être d'accord avec lui. Il s'est retiré, mais pas avant de me dire qu'il m'enverrait le numéro d'un enquêteur privé dont les services avaient été régulièrement utilisés dans le passé pour enquêter sur la fraude à l'assurance. Je suis rentré chez moi, et appelé mes contacts à Singapour et en Asie du Sud-Est pour avoir une mise à jour sur le sentiment dans le pays, et ai recréé le profil d'évaluation des risques pour la CA. Il s'est avéré être pratiquement le même que mon rapport. Les chiffres étaient rationnels, l'équipe de direction était solide, le projet en était à ses débuts, mais le fait décisif était que tous les membres de l'équipe de direction avaient investi leur propre argent, et c'était le fait décisif. Ils n'étaient pas simplement dans le jeu. Ils misaient leur avenir sur le succès du projet. Cela renforçait ma position. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre quelques heures pour que la SSE ouvre, et je commencerais à trader. Pendant que j'attendais, j'ai appelé un détective privé. Son nom était Clarence Williams, et j'ai trouvé son profil LinkedIn et un petit site web sous le nom de l'entreprise, Discrete Solutions. Il n'y avait pas de photo de lui. Quand j'ai appelé, il parlait avec un accent du Sudland, et j'avais l'impression qu'il parlait ainsi volontairement car son esprit était comme un piège en acier et ses questions étaient pointues et perspicaces.
Il a demandé un acompte de 5 000 $ et a dit que puisque mon père lui avait référé tant de cas à l'époque, il commencerait le lendemain. Quand tout était prêt, j'ai commencé à boire du café en attendant que le temps passe. Mon énergie nerveuse était à son comble. Dean et Katrina sont rentrés tard de l'entraînement sportif et j'ai passé autant de temps avec eux que possible, mais j'ai expliqué que j'avais des affaires importantes à régler. John est arrivé avec l'air fatigué, mais plus déterminé que la veille. J'ai acheté de la nourriture chinoise en rentrant, a-t-elle annoncé, en entrant dans mon bureau et en m'embrassant sur la joue. Tu travailles ? Salut, Jean. Aucun mot affectueux ne venait d'elle, alors je n'ai pas répondu non plus, comme quand j'étais enfant. J'aimerais que nous puissions manger en famille, mais je dois travailler ce soir à partir de 7 heures. D'accord, ça va, je suppose, a-t-elle dit avec incertitude. J'ai un cadeau pour ton anniversaire. Elle m'a tendu un petit paquet emballé. La petite carte disait « Joyeux anniversaire, Adam. Avec amour, John ». J'avais envoyé des cartes plus personnalisées à des cousins éloignés et à des frères et sœurs. À l'intérieur se trouvait une bouteille d'après-rasage Hugo Boss. Je l'ai remerciée, et elle s'est penchée pour m'embrasser les lèvres sèches. J'aurais très bien pu être un cousin éloigné. Nous avons mangé en famille. Dean et Katrina ont parlé de leur journée. John n'a pas dit grand-chose. Nous avons discuté de certains des changements survenus pendant mon absence. Dean s'est plaint que l'ancien skatepark était fermé et qu'il y avait de moins en moins de choses à faire en ville pour les adolescents. Puis Katrina a dit qu'elle pensait que c'était une bonne chose que M. Carter, le patron de maman, ait transformé la maison en refuge pour les adolescents maltraités. Je me suis tourné vers Dean avec un sourcil levé. Eh bien, oui, j'ai peut-être mentionné cela, avoua-t-elle. Tony veut mettre en place un projet de conservation, et c'est sa façon de le faire. Elle était très superficielle dans ses détails, et j'ai senti qu'elle en retenait beaucoup. Je suis surpris. Je ne savais pas que Carter était intéressé par ce genre de choses. J'ai vraiment été surpris. Je pensais qu'il était du club de campagne. Sa femme, Lynn, a commencé à le faire alors qu'elle était encore en vie, et il a continué après sa mort. Elle m'a informé d'un air un peu suffisant, ou était-ce autre chose que je ne pouvais pas comprendre. Il utilisait souvent des maisons vides qu'il possédait pour cela, mais maintenant il veut en convertir une en établissement permanent. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Elle a presque bondi sur moi. C'est une grande cause et très nécessaire. On dirait que la ville ou l'État ne font pas grand-chose. Beaucoup de ces adolescents finissent dans la rue, voulait-elle dire, mais s'est arrêtée en entendant de jeunes oreilles se dresser à table. J'ai jeté un coup d'œil à Dean et Katrina, hochant la tête vers la porte, et ils se sont retirés pour laisser à Jean et moi l'occasion d'avoir une conversation d'adultes. Pourquoi maintenant ? C'est ce que je voulais dire. Je l'ai regardé attentivement. Il y avait quelque chose à ce sujet. Quelque chose qu'elle ne disait pas. Son visage est devenu impassible et quelque chose a brillé dans ses yeux. Maintenant, l'opportunité s'est présentée. Elle a acquiescé, comme pour confirmer la justesse de ses paroles. Ah, bien. Cela semble certainement être une excellente idée. Springfield en aurait bien besoin, dis-je en souriant. Elle m'a souri en retour alors que nous nous levions pour nettoyer le reste de la nourriture. J'ai fait de mon mieux pour garder une expression agréable sur mon visage et ne pas froncer les sourcils. Elle m'avait menti. Peut-être pas sur tout, mais maintenant elle avait une bonne raison et ce n'était pas une possibilité. Deuxièmement, sa gestuelle suggérait qu'elle en savait beaucoup plus et que cela avait quelque chose à voir avec le personnel. J'ai aidé à nettoyer. J'ai sorti les poubelles et je lui ai dit que j'allais travailler dans mon bureau. Il restait encore 1 heure avant l'ouverture des échanges à Singapour et je me suis assis à mon bureau pour réfléchir à la situation. J'ai pensé à mon mariage, essayant de garder ma santé mentale et de ne pas laisser transparaître la douleur profondément enfouie qui menaçait de me consumer. Je savais que si j'abandonnais maintenant, je ne pourrais pas faire ce qui devait être fait. Et en même temps, je réalisais que si je retenais la douleur, elle risquait de s'aggraver. Je me demandais comment nous en étions arrivés là. Avant, Jean et moi étions compatibles à presque tous égards. Nous étions d'accord sur l'endroit où vivre, comment dépenser notre argent, comment passer nos vacances, quand avoir des enfants et combien.
Nous avions une bonne vie. Pour être honnête, les dernières années avaient été difficiles à cause de mes voyages et de mon éloignement. Mais d'habitude, nous faisions des projets avant mon retour. Et après mon retour, nous avions systématiquement une mini-lune de miel. Mais pas cette fois. Je pensais que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Cela m'a rendu en colère. Singapour et l'Asie du Sud étaient pleines de femmes à la recherche d'hommes non asiatiques. Certaines pour l'expérience. Certaines parce que la plupart des étrangers occupaient des postes lucratifs et avaient plus à offrir que leurs homologues locaux. Certaines y voyaient simplement un ticket pour l'Occident. On me draguait quotidiennement. Au bureau, dans le métro, sur les marchés alimentaires en plein air et surtout dans les nombreux bars et clubs. Beaucoup de mes collègues sortaient avec des femmes locales. Certains les logeaient même dans leurs appartements comme des servantes de facto avec des privilèges. Personnellement, je trouvais cette pratique dégoûtante et exploitative. Mais personne ne se souciait de mon avis. La seule raison pour laquelle j'y pensais était que sur les 10 fois par semaine où j'ai repoussé une jolie femme, je l'ai fait parce que j'étais marié. Qui plus est, j'étais marié à une femme que j'aimais et que je pensais m'aimer en retour. Mais son comportement et ses récentes actions m'ont fait douter que ce soit vraiment le cas. Je me suis demandé s'il y avait eu des signes avant-coureurs menant à cela. Mais à part une quasi-rupture de communication au cours des dernières semaines, je n'ai rien pu identifier. Il y avait beaucoup à méditer, mais pour l'instant je devais me concentrer sur le travail à accomplir. Quand le marché de Singapour a ouvert, le CEA se négociait à 8,49 $. Je suis entré prudemment et méthodiquement. Il y avait beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs, et tout achat important pouvait causer des remous. J'avais plus de 30 millions de dollars à investir. Mes contacts et ceux de Georgia étaient de premier ordre. Ils faisaient confiance à notre expertise. Que Dieu nous vienne en aide. Mon premier achat a été de 5 millions de dollars auprès d'une personne inconnue. Ensuite, une avalanche d'actions a frappé le marché alors que des investisseurs inquiets espéraient se débarrasser de leurs actions et sauver ce qu'ils pouvaient. J'étais prêt à parier que c'était mon ancienne entreprise qui déversait des actions sur les conseils du siège social. J'ai continué à acheter à 5 millions de dollars chacune, en espérant que le prix se stabilise. Mais il était en chute libre et continuait de baisser malgré mes achats. Quelqu'un vendait des actions qu'il n'avait pas dans l'espoir de les racheter à la fin de la journée à moindre coût. Le prix a continué de baisser alors que des investisseurs paniqués essayaient de se débarrasser de leurs avoirs dans l'espoir d'obtenir 25 ou même 20 cents pour chaque dollar. Le prix a atteint 5,61 $ lorsque j'ai effectué mon dernier achat de 15 millions de dollars. Avec nos 30 millions de dollars, nous avions acheté un peu plus de 10% du nombre total d'actions cotées. Cela signifiait que nous pouvions nommer quelqu'un au conseil d'administration puisque nous possédions un bloc important d'actions si nous décidions de ne pas les vendre mais de les conserver pour en tirer un profit. J'ai appelé George et nous avons tous les deux bu du whisky au téléphone. Mon choix s'est porté sur un whisky canadien J.P. Weiser de 18 ans sur glace. George, étant un homme âgé et à l'ancienne, s'est servi un bourbon Bulleit de 10 ans. Nos achats ont fini par encourager certains investisseurs qui étaient en attente à acheter à ce prix avantageux. En conséquence, au moment où j'ai quitté la session, le prix avait régulièrement grimpé à 8,72 $. Les vendeurs à découvert étaient piégés et ont perdu de l'argent. J'ai essuyé mes yeux et regardé l'heure. Il était presque 2 heures du matin. Après m'être rafraîchi en 5 minutes, je me suis discrètement glissé dans le lit et me suis endormi à cause des pilules de mélatonine que j'avais oubliées dans la voiture. Je me suis réveillé tard le lendemain matin. Tout le monde était en bas. Dean et Katrina finissaient leur petit déjeuner. John était au téléphone. Je l'ai entendu dire quelque chose à propos du temps qui presse. Quand elle m'a vu, elle a dit au revoir à la personne au téléphone. Travail. Elle a haussé exagérément les épaules. Elle m'a versé une tasse de café. Tu as dû veiller tard? J'ai acquiescé en prenant une gorgée. Alors, l'opération ou quelque chose s'est bien passé? J'ai mimé son geste et haussé les épaules sans répondre. Elle n'avait aucune idée que tout, sauf notre maison, dépendait de CA. Il est encore tôt. Nous devrons attendre et voir. J'ai balayé ça d'un geste. D'accord.
Elle s'est approchée et m'a embrassé la joue. Tu as l'air fatigué. Je vais emmener les enfants à l'école. Sur ces mots, elle est sortie de la cuisine, appelant Dean et Katrina en partant. Ils ont crié au revoir et je t'aime, papa, puis sont partis. J'ai versé une deuxième tasse et je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai vérifié le prix de l'action à la clôture et j'ai été ravi de voir qu'elle avait connu une fin de journée en hausse, le sentiment du marché ayant changé, pour se fixer à $10,14. Ceux qui détenaient l'action devaient être satisfaits. Ceux qui vendaient à découvert devaient être dans une mauvaise posture. Bien. Il était temps de stabiliser l'action et de commencer à la négocier à son potentiel, loin des jeux joués par des entités hostiles. Je me suis lavé le visage et j'ai commencé à envoyer des emails et à passer des appels. Ma première priorité était de rattraper notre groupe d'investisseurs. Pour cela, j'ai commencé par le site web de Carter Real Estate. C'était le business habituel, une vision et une déclaration de mission avec des témoignages de vendeurs et d'acheteurs satisfaits. Il y avait une section sur le programme de responsabilité sociale de l'entreprise, dont l'essence était d'aider les adolescents en difficulté. Ils l'ont appelé Maison Nouveau Horizon. Ils prétendaient fournir un logement, de la nourriture, une formation, un accompagnement et aider les jeunes en difficulté à trouver un emploi, à terminer leurs études, à sortir de la rue. Je n'ai rien trouvé d'autre sur leur site web, alors je suis allé sur Facebook. J'ai trouvé Anthony Carter sur Facebook et j'ai trouvé beaucoup de photos de ses voitures, de ses vacances et des personnes avec qui il était en contact. Il y avait aussi une récente photo de groupe prise lors d'un événement d'entreprise. Toute l'équipe de MRE était là, Anthony se tenant au centre, avec sa fille Evelyne assise à sa gauche et Jean à sa droite. Deux choses ont attiré mon attention. Il semblait avoir beaucoup maigri et paraissait beaucoup plus vieux, voire pire, épuisé. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que Jean lui tenait la main et le regardait au lieu de regarder le photographe. Cela ne voulait rien dire car on peut interpréter n'importe quoi dans des moments comme ceux-ci, comme dans un tableau de Renoir. Mais quand même, j'ai parcouru les pages Facebook de Jean et il n'y avait pas grand-chose, juste quelques vieilles photos et publications de la famille, y compris deux d'entre nous, à une époque que j'avais fini par considérer comme de meilleurs moments. Il n'y avait que des bonnes nouvelles concernant son travail, son école et ses événements sportifs. Tout était si banal et ordinaire que cela ne suscitait aucun intérêt. La dernière photo que nous avons prise ensemble remonte à plus de 2 ans. Sur le Facebook d'Evelyne, il y a eu un nombre significatif de photos d'elle avec Jean au cours des dernières années. Sur certaines photos, elle était avec Jean et Anthony, mais il n'y avait rien d'objectionnable, si ce n'est le fait qu'ils passaient du temps ensemble. Les derniers messages étaient quelque peu cryptiques sur le sens de la vie et la prière à Dieu et à l'univers pour des résultats positifs. J'ai eu une autre conversation avec Clarence Williams. S'il te plaît, appelle-moi Clarence Adam. J'ai travaillé avec ton père depuis si longtemps que j'ai l'impression de te connaître. Je lui ai dit que je voulais accélérer l'enquête. Il a dit qu'il essayerait, mais que tout prendrait le temps qu'il faudrait. Ensuite, j'ai appelé mon père. Il m'a conseillé d'arrêter de tirer des conclusions infondées et des théories maison, de laisser les experts faire leur travail et enfin de leur laisser du temps. Il l'a dit simplement, je me suis retrouvé dans une impasse. Devrais-je contacter ma femme et commencer à réparer ce qui était brisé? Cela ne mènerait-il pas à plus de chagrin plus tard si je réalisais que j'avais été joué pour un imbécile? D'un autre côté, si je ne faisais rien et que tout aurait pu être arrangé, comme je serais blessé si j'aurais pu faire la différence mais que je ne l'ai pas fait. Il y avait un cabinet d'avocats réputé en ville et j'ai appelé. J'ai réussi à joindre un membre du personnel qui m'a conseillé qu'il valait mieux réparer le mariage que divorcer. Il y a très rarement des gagnants, a-t-elle dit. La plupart du temps, il n'y a que des perdants. Il me restait une dernière carte à jouer. Un des collègues masculins de Jean me devait un petit service après que je lui ai recommandé des actions peu coûteuses mais de qualité. Il avait quitté MRE il y a environ 6 ou 7 mois, mais j'ai décidé de lui soutirer des informations. Il travaillait pour une société immobilière concurrente mais était disponible pour un déjeuner tardif, alors nous nous sommes rencontrés au Red Robin pour des burgers et des bières. Chad est entré en portant son polo de golf caractéristique,
un chino et des chaussures de ville avec une paire de lunettes de soleil sur la tête. S'il avait essayé, il n'aurait pas pu avoir l'air plus comme un agent immobilier. Après les politesses et les bavardages en mangeant des burgers, je suis passé aux choses sérieuses. Il a ri quand mes intentions sont devenues claires. Alors tu es en train de le sonder? J'ai acquiescé. Pourquoi? J'essaie de comprendre quelque chose à propos des MRE. J'ai limité mon explication. Quelque chose est survenu qui me tracasse. Il est devenu sérieux. Tout a changé quand Tony a perdu sa femme, Dot, à cause du cancer. Il semblait avoir perdu sa motivation pendant longtemps. Ensuite, sa fille est devenue la force motrice, et au cours de l'année suivante, il semblait se retrouver. Il a marqué une pause et m'a regardé avec perspicacité. Votre femme et lui sont devenus très proches. Elle était parfois appelée sa femme de bureau. Il a marqué une pause pour évaluer l'effet qu'il avait sur moi, et j'ai fait un geste pour qu'il continue, car ma gorge se serrait, et j'avais peur que si j'essayais de parler, cela sortirait comme un croassement. Je n'ai rien vu d'inapproprié, mais vous savez comment les commérages au bureau peuvent être cruels. Il s'est gratté la tête. Une chose que je peux dire, c'est que Tony, Evelyn et votre femme passaient beaucoup de temps ensemble, mais vous n'étiez pas souvent à la maison, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules impuissamment. Nous avons parlé du sujet sans rien ajouter de nouveau. Il s'apprêtait à partir quand il a soudainement rappelé quelque chose. Vous savez que l'on a dit qu'Anthony aurait été diagnostiqué d'un cancer, n'est-ce pas? Nous nous sommes dit au revoir, mais je suis resté et j'ai appelé l'hôpital St. John's. J'ai demandé avec présomption dans quelle chambre se trouvait Anthony Carter. Il s'est avéré qu'il était dans une chambre privée dans le service d'oncologie. J'ai payé le déjeuner et je suis rentré chez moi. J'avais beaucoup à réfléchir. Cette soirée s'est déroulée à peu près comme les deux précédentes, sauf qu'après avoir rangé, je suis sorti avec un whisky et une charcuterie. Pendant un moment, j'ai siroté et fumé. Le quartier était calme. Jean est sorti avec un verre de vin à la main. Peut-on parler, Adam? Dis donc, tu as consulté le site web de MRE, m'a-t-elle accusé. Apparemment, il était un peu plus avancé que je ne le pensais. Je suppose que s'il interceptait les données des visiteurs, il pourrait les utiliser pour prendre contact. Et alors? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi es-tu allé sur le site web de l'entreprise? Qu'espères-tu trouver? Je suppose que tu as aussi vérifié le profil Facebook de tout le monde? Elle me fixa du regard, osant dire quelque chose de mal pour déclencher une dispute ou une confrontation. Nous étions mariés depuis assez longtemps pour que je reconnaisse ces signes. Qu'espérais-tu trouver? Exactement ce que j'ai trouvé. J'ai gardé un visage impassible. Et qu'est-ce que c'était? Pourquoi me questionnes-tu, Jean? Je ne t'interroge pas. On dirait que tu espionnes. Les pages des réseaux sociaux ne constituent guère un espace privé. J'ai ri et elle a rougi. Evelyn a dit que tu es aussi allé sur son Instagram, m'a-t-elle accusé. Vraiment? Oui, elle. Elle a pris une grande inspiration et a essayé de se ressaisir. Pourquoi agis-tu comme ça? Comment? Comme ça, en ce moment. Pourquoi crois-tu ça, Jean? Je l'ai regardée de manière impassible, en soufflant de la fumée dans sa direction, sachant à quel point elle détestait ça. Elle a agité la main, dispersant la fumée, et a renversé du vin sur sa blouse. S'il te plaît, arrête, Adam, a-t-elle commencé à pleurer. Dans une situation normale, je l'aurais prise dans mes bras, mais pas cette fois. Pourquoi pleures-tu, Jean? Je l'ai regardée sans émotion. Tu me contraries avec ton comportement, Adam. Elle a grogné plus fort pour se faire comprendre, mais je n'ai fait qu'émettre plus de fumée, créant un petit nuage. Qui es-tu? Je lui ai demandé. Elle a essayé de formuler une réponse, mais est restée muette un moment. Finalement, elle a retrouvé sa voix. Je suis ta femme, Adam Carter. C'est qui je suis. Elle m'a regardé. Je ne suis pas sûr. J'ai reculé alors qu'elle a poussé un cri et est rentrée dans la maison. J'ai fini mon verre et je suis allé dans mon bureau pour travailler. L'action de la CEA montait fortement et avait atteint 11,92 $, et il semblait que la tendance allait se poursuivre. George et moi en avons discuté et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une tendance, pas d'un pic.
Je suis resté en ligne et j'ai continué à surveiller l'activité sur le marché. À l'exception des actions de premier ordre, qui étaient dans une légère tendance à la hausse, le reste du marché était volatile, mais dans les limites attendues. Le CEA était le seul titre à montrer une hausse significative, mais il était encore loin de son prix coté. Il semblait que nous assistions à des prises de bénéfices de la part de ceux qui ont acheté à bas prix. J'ai envoyé un texto à l'un de mes collègues de l'équipe JP Morgan, et il a admis qu'ils avaient réussi à se débarrasser d'environ la moitié des actions à 50 cents pour le dollar, mais mon ancien patron Joe Ratledge m'a dit de conserver le reste et d'attendre, car la tendance semblait positive, et peut-être pourrait-il finalement en sortir gagnant. Nous avons tous les deux ri un peu. Il a dit que JP Morgan pourrait éventuellement vouloir me réembaucher et renvoyer Ratledge. Cette nuit-là, j'ai attrapé une couverture de rechange et j'ai dormi sur le canapé lit dans mon bureau. Le lendemain matin, j'ai vérifié à nouveau les prix de clôture sur le SGX et j'ai été agréablement surpris de voir que SEAA avait clôturé à 1,13$ et quelques cents. La tendance s'est poursuivie comme prévu et nos investisseurs ont doublé leur mise. Maintenant, si nous avions réussi à atteindre les 25$ prévus, nous aurions réalisé plus de 300% de bénéfices. J'ai préparé le petit déjeuner et appelé les enfants pour qu'ils mangent pendant que je buvais mon café. J'ai complètement ignoré Jean toute la matinée, puis j'ai conduit les enfants à l'école. Après les avoir déposés, je me suis dirigé vers la salle de sport et je suis allé chez Iop pour un petit déjeuner très tardif. J'ai passé des appels et quand je suis rentré chez moi, j'ai eu une réunion de 2 heures avec George. Nous avons parlé de créer une société de courtage combinée avec des bureaux à Springfield et à Chicago. Nous avons discuté de l'idée et convenu qu'il commencerait à travailler sur la structure et les capitaux propres de la nouvelle entreprise et que je développerais un plan pour entrer sur le marché. J'étais en train de rédiger le document jusqu'en fin d'après-midi quand j'ai entendu Jean rentrer. Elle était seule. J'ai laissé Katrina et Dean chez les Baker pour la nuit, m'a-t-elle informé. Nous devons parler, m'a-t-elle invité à entrer dans le salon. Elle m'a versé un bourbon sur glace et s'est servi un verre de vin. Je me suis assis et j'ai attendu qu'elle commence. Habituellement, celui qui parle en premier perd, alors je suis resté silencieux, sirotant ma boisson jusqu'à ce qu'elle s'excite et commence. Je ne sais pas ce que tu penses que j'ai fait pendant que tu étais parti, Adam. Je n'ai encore rien pensé. Eh bien, tu es très irrespectueux et méchant envers moi. La femme avait raison à ce sujet. Est-ce ainsi que tu te sens? J'ai haussé un sourcil. Irrespectueux? Elle a commencé à hocher la tête, puis a réalisé que c'était de l'hypocrisie et a pris de l'eau. Je suis désolé Adam, tu n'es plus chez toi. Nous sommes comme deux étrangers, a-t-elle renchéri avec une certaine satisfaction dans sa description lapidaire. Alors après 17 ans, nous sommes des étrangers parce que je suis parti pendant 4 mois? Tous les Skype, tous les textos, tous les appels téléphoniques n'ont pas compté? Il y avait beaucoup de pression sur moi et tu étais loin. Elle essuya les larmes de ses yeux. Mais tu es mon mari et je suis ta femme et c'est tout ce qui compte. Elle me lança un regard défiant. Elle se leva et se retira. Je restais là, sirotant mon bourbon, me demandant si cette femme avait perdu la tête. J'entendis son téléphone portable sonner alors qu'elle parlait, incapable de distinguer les mots. Bientôt, tout ce que j'entendis fut le murmure de l'eau dans la baignoire. Il s'écoula un certain temps avant qu'elle ne descende. Elle portait une robe grise en tricot doux qui s'arrêtait à une paume au-dessus de ses genoux, une paire de chaussures noires et un simple collier de perles que je lui avais acheté en Extrême-Orient il y a quelques années. « Va prendre une douche et habille-toi », me dit-elle. Je serai en train de réserver une table au restaurant de fruits de mer de Chesapeake. J'étais prêt en 15 minutes. Je m'habillais avec le sentiment qu'elle était de nouveau au téléphone. J'ignorais mon instinct et me mordis la langue. Nous nous rendîmes dans un restaurant où elle commença par un gin tonic dans le salon, car Jean avait découvert le gin. Je la devançai délibérément en commandant un Singapore Sling au gin. Plus tard, lorsque nous fûmes assis dans la salle à manger, elle commanda une marmite de moules et je commandai une demi-douzaine d'huîtres sur un demi-coquillage en entrée. Nous bûmes du chardonnay et parlâmes des enfants. Elle ne semblait pas très préoccupée par ma perte d'emploi. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, Adam.
Je suis convaincu que tu trouveras rapidement un travail. Elle me sourit. Apparemment, elle n'avait aucune idée que j'étais maintenant persona non grata dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, nos économies nous aideront à nous en sortir jusqu'à ce que tu te stabilises. J'ai failli éclater de rire et d'inquiétude. Elle ne se doutait pas que notre avenir tout entier dépendait maintenant de ma volonté obstinée de ne pas admettre que j'avais eu tort à propos de CA. Néanmoins, la soirée s'est améliorée, pas détériorée, alors que nous discutions d'amis, de parents et des sujets quotidiens habituels qui sont le fondement de tout mariage. Elle a demandé des nouvelles de certains de mes anciens collègues qu'elle avait rencontrés lors de soirées d'entreprise. J'ai évité de parler des MRES jusqu'à ce que j'aie des informations. Puis vint le moment des plats principaux. J'ai commandé le plateau du capitaine et elle a commandé le homard. Elle m'a offert du vin et je l'ai bu, me demandant si elle essayait de me saouler. Parce que si c'était le cas, elle avait réussi. La soirée s'est écoulée facilement alors que nous nous blottissions l'un contre l'autre. Je dois dire que si elle avait une liaison ou me trompait avec quelqu'un, elle a fait un excellent travail pour me montrer à quel point elle me manquait. Elle caressait ma main, regardait dans mes yeux et était à 100% attentive. Nous avons fini notre repas et sommes rentrés à la maison. Je me suis réveillé avec l'odeur du café et du bacon. J'ai enfilé mon pantalon de survêtement et suis descendu. Elle préparait des œufs brouillés, du bacon et des muffins anglais dans le grille-pain. Du jus de pomme était sur la table et le café bouillait. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble et elle m'a parlé de ce qui devait être fait dans la maison et dans le jardin. Ensuite, elle s'est habillée et est partie chercher Dean et Katrina. J'étais dans le jardin en train de me préparer à faire un peu de nettoyage après l'hiver quand j'ai remarqué que mon téléphone sonnait. En répondant à l'appel, j'ai fredonné avec la radio. C'était Clarence Williams. « Peux-tu parler ?» m'a-t-il demandé et ma vie a basculé. Nous avons convenu d'une réunion rapide dans un café en centre-ville. J'ai laissé mon travail inachevé, me suis arrangé et suis parti. Il attendait et a fait un signe de la main quand il m'a reconnu. Il n'était rien de ce à quoi je m'attendais d'après les émissions de télévision et les films. C'était un petit homme discret. Il ne mesurait pas plus de 1,70 ou 1,75 mètres. Mince, aux cheveux gris et commençant à être chauve. Il n'était pas très basané, mais il n'était pas non plus l'un de ces hommes noirs à la peau claire. Il portait un pantalon sombre, une chemise et une vieille veste de sport. Même ses chaussures semblaient avoir été achetées chez Walmart. Dans l'ensemble, il n'était personne. Il devait probablement conduire une Toyota. Cependant, son téléphone portable haut de gamme ne correspondait pas à son apparence extérieure et j'ai souri intérieurement. Il avait clairement cultivé cette image d'un insignifiant minable. Nous nous sommes serrés la main et sa poigne ferme a confirmé davantage mon impression de qui il était vraiment, contrairement à l'image qu'il cultivait. Il est allé droit au but sans plus de préambule. Ne tournons pas autour du pot, Monsieur Carter. Nous n'avons pas surpris votre femme à l'hôtel ou lors de réunions secrètes. Il a levé la main pour m'empêcher d'intervenir. Mais nous avons de nombreuses preuves concordantes qu'elle entretient une liaison avec son patron Anthony Carter depuis au moins 2 ans. Cela semble être un secret ouvert au bureau. Bien sûr, sa fille Evelyn est au courant et non seulement le tolère, mais le facilite de toutes les manières possibles. Ils se rencontraient régulièrement en semaine, et il semble que lorsque vous n'étiez pas à la maison, elle laissait souvent les enfants chez des amis et partait elle-même passer le week-end avec lui. Il était dur et implacable, essayant de tout exposer avant que je n'explose, ou quoi que ce soit que j'allais faire. Sa voix commençait à perdre en volume alors que mon pouce accélérait et tambourinait dans mes oreilles. Mes mains agrippaient la table comme si j'avais une crise cardiaque. C'est une chose de penser que sa femme s'amuse avec un autre homme, et tout à fait autre chose quand c'est confirmé par un quasi-inconnu. Clarence continuait de parler, mais je pouvais à peine entendre quoi que ce soit. J'étais toujours en feu à l'intérieur et je luttais pour me ressaisir. En outre, Monsieur Carter a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas très agressif, et il ne lui reste que quelques mois à vivre. Quoi ? J'essayais de réaliser, qu'est-ce que c'était ? J'ai dit que Carter a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas métastatique. Il est actuellement en train de suivre une thérapie pour la 2e fois, mais cela ne semble pas fonctionner.
Cela confirmait ce que Chad avait dit et ce que j'avais découvert, mais je ne savais pas que le cancer était incurable et inévitable. J'ai enfin compris le comportement de Jean. Son état d'esprit. Tout indiquait qu'elle souffrait parce qu'elle pleurait l'homme qu'elle aimait. Elle essayait de se résigner à sa mort imminente. J'ai raconté à Clarence le comportement de Jean et comment je pensais que tout était lié, non pas parce qu'il était mon ami. Pas parce qu'il était mon confident, mais parce qu'il était là devant moi et que j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Ma première impression des profondeurs cachées de Clarence a été confirmée par ses paroles suivantes. Beaucoup de trompeurs essaient de minimiser leurs actions en disant que ce n'était que du sexe, ou que cela ne signifiait rien, mais c'est absurde, Monsieur Carter. Il prit une gorgée de son café presque froid et fit une grimace, puis me regarda à nouveau. Les trompeurs ne font pas que ça. Ils investissent l'un dans l'autre et dans la relation. Il fronça les sourcils, comme s'il pêchait les mots dans sa mémoire. Les femmes ont besoin de se sentir aimées. Personne n'a une relation à long terme à cause du sexe. Ils peuvent commencer ainsi, mais après un certain temps, des sentiments émergent. L'amour, et c'est généralement justifié par l'affirmation que l'on peut aimer plus d'une personne. Il leva les yeux, évaluant l'effet de ses paroles sur moi. Les trompeurs ne passent pas tout leur temps à faire l'amour, Monsieur Carter. Ils vont au restaurant et au cinéma. Ils se promènent et partagent des expériences. Ils discutent de films, de livres, de politique et d'idées. Ils développent un langage personnel en tant qu'époux. Ils partagent leurs espoirs et leurs rêves et se lamentent invariablement que leur relation illicite n'est pas leur relation permanente. Il hocha la tête comme s'il était d'accord avec lui-même. Ils trouvent généralement des défauts chez leurs conjoints pour apaiser leur comportement et justifier leur infidélité, puis discutent des défauts réels, perçus ou attribués de leur conjoint avec l'autre dans une tentative de justifier leurs activités immorales. J'étais choqué et anéanti. Je veux dire, j'ai compris tout ça, mais honnêtement, ça n'aurait pas autant fait mal de penser qu'ils sortaient ensemble pour le faire. Ma femme était en relation avec un autre homme qui lui donnait tout ce que je lui donnais, mais sans les contraintes d'élever des enfants, de régler les comptes de la vie, les tâches ménagères et tout le reste. Elle lui donnait toute son attention. Il lui offrait de bons moments sans la corvée quotidienne avec laquelle un mariage normal est saturé, et rien qui aurait transformé leur temps en une vie moins excitante et plus routinière que les maris et les femmes partagent principalement. Nous avons discuté un peu plus, puis convenu d'arrêter l'enquête un moment pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Il est parti et je suis resté là à réfléchir à ce à quoi ressemblait désormais ma vie. Une chose était sûre, mon mariage était terminé, et cette raison illusoire de rester ensemble pour le bien des enfants me dépassait. Aussi désagréable que soit l'idée d'être séparé de mes enfants, la réalité était que 60% des enfants aux États-Unis vivent déjà dans des familles séparées ou divorcées. Je suppose que la mienne ne serait pas différente. J'ai siroté mon café qui refroidissait rapidement. La douleur qui me traversait était réelle, et au moins, elle allait avoir un impact sur Jean et Carter. J'ai fait de mon mieux pour étouffer mes émotions. Ces pensées en colère, blessées, angoissées et quelque peu irrationnelles ne m'aideraient pas. Je me suis souvenu de mon travail en Extrême-Orient, où j'avais rencontré pas mal de cadres à l'ancienne. Ils avaient tendance à voir les affaires et même la vie en termes multigénérationnels. Ils se comportaient aussi beaucoup comme les Européens du Sud. Lorsque deux familles entraient en guerre, il n'y avait et il n'y aurait aucun répit jusqu'à ce que l'une d'elles soit complètement anéantie. Plus facile à dire qu'à faire. Je n'étais pas le chef d'une triade ou un parrain dans la mafia. J'étais juste un homme ordinaire vivant une vie assez ordinaire. Je n'avais pas de super pouvoir, ni un allié tout-puissant qui me devait beaucoup. La seule chose certaine était que j'étais seul dans cette affaire. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte plus de café et j'ai réfléchi, me demandant comment j'allais me venger d'un homme mourant. En ce qui concernait Jean, c'était simple. Quelque chose qu'elle aimait et chérissait lui avait été enlevé. En d'autres termes, tout ce qu'elle appréciait dans la vie. Plus facile à dire qu'à faire, mais un plan avait déjà mouru dans mon esprit. Mais il fallait d'abord régler les choses dans l'ordre. Mon problème réel et immédiat était Carter. Je savais qu'il ne m'avait fait aucune promesse de fidélité. Il n'était pas marié avec moi, il était marié à Jean. Pourtant,
Il savait qu'elle était mariée et il l'avait pourtant courtisée, manquant ainsi de respect envers moi, mon mariage et mes enfants. Il fallait agir avec intelligence. Ma colère, alimentée par la douleur, commençait à s'enflammer à nouveau. Toutes mes premières évaluations psychologiques au travail avaient révélé, entre autres, 2 traits qui devaient être surveillés et gérés. D'abord, j'avais peur du risque, ce qui était certainement une épée à double tranchant à surveiller dans une entreprise caractérisée par une approche conservatrice du commerce. Ensuite, j'étais têtue au point de devenir intransigeante dès que je prenais position. Et c'était ces 2 traits qui me guidaient maintenant. Je ripostais sans tenir compte des conséquences, et je ne reculerais pas tant qu'un camp ne serait pas vaincu. Même si ce camp était le mien. L'embryon d'un plan commençait à se former dans ma tête. J'ai appelé Clarence et, sans entrer dans les détails, je lui ai demandé de trouver autant de femmes en difficulté que possible que les Carter avaient aidées à travers leur programme. Ce n'était pas un plan entièrement formé. C'était surtout une autre partie de pêche, mais je capturais de gros poissons. En 2014, j'ai été transféré dans notre succursale au Kenya pendant 3 semaines, et lors d'un week-end libre, j'ai rejoint une équipe locale pour une partie de pêche sportive en haute mer dans l'océan Indien. Là, j'ai appris des leçons précieuses. On ne pêche pas le marlin directement. D'abord, on pêche à la traîne avec des cuillères bonito colorées, le nom local d'un petit thon connu aux États-Unis sous le nom de faux albacore et à Hawaï sous le nom de cava cava. On attire le poisson musclé vivant vers soi, puis on passe une ligne à travers lui, on appâte des hameçons le long de son corps, et on attrape un marlin en l'utilisant comme appât vivant. Lors de ce voyage, j'ai eu du succès mais j'ai été attristé de voir un marlin se battre pour sa vie et j'ai juré que ce serait ma seule tentative de pêche au gros gibier, mais la leçon apprise en attrapant le marlin m'a donné un plan. Je suis rentré chez moi, faisant des exercices de respiration jusqu'à ce que je reprenne mes esprits et puisse faire semblant d'être dans le même état d'esprit qu'avant. Elle n'était toujours pas rentrée et j'ai repris les affaires que j'avais laissées en suspens. Plus tard, elle est rentrée avec Dean et Katrina, et nous avons allumé le barbecue pour cuire des steaks et du maïs avec de la salade de choux et des baguettes chaudes. J'ai passé la journée en tant que père actif et un mari attentionné et aimant. J'étais 2 personnes vivant dans un seul corps, un homme chaleureux et aimant à l'extérieur et un salaud cynique à l'intérieur. Adam le cynique a décidé que puisque son amant était mort et qu'elle craignait que je puisse faire le rapprochement, elle essayait de limiter les dégâts. J'étais clairement son plan B. Mon temps avec Dean et Katrina était aussi réel que mon temps avec Jean, comme dans un film de série B, mais elle y croyait vraiment. Adam le cynique m'a dit de garder cela à l'esprit après le divorce lorsque je chercherais des femmes pour des aventures. Les jours suivants se sont transformés en une étrange existence où je vivais simultanément un mensonge tout en me regardant jouer mon rôle choisi. Je me demandais si les acteurs de cinéma et de télévision avaient des expériences similaires en se regardant à l'écran dans un rôle. Sur une note positive, George et moi avons réglé la nouvelle organisation commerciale, l'avons enregistrée à Singapour et avons transféré l'ensemble du portefeuille ci là-bas. Mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle. Si se négociait à 16,33 $ après une montagne russe sur le marché et continuait de grimper. Nous avions déjà plus que doublé notre investissement et, comme je l'avais espéré, nous envisagions un triplement. Étant donné à quel point j'avais facilement sombré dans ma personnalité psychopathe, je suis devenu paranoïaque, j'ai donc ajouté des mesures de sécurité significatives nécessitant une empreinte digitale et un mot de passe, ainsi que le cryptage de tous mes fichiers et emails. J'éteignais toujours mon ordinateur portable et supprimais complètement tous les emails qui ne venaient pas de George sans les ouvrir. Ensuite, je téléchargeais également tout ce dont j'avais besoin sur le cloud et reformatais mon téléphone, supprimant complètement tout avant de retélécharger ce dont j'avais besoin. Après cela, il ne restait plus qu'à rechercher d'autres listes de valeurs intéressantes et à appeler les investisseurs potentiels que je connaissais chez JP Morgan en prévision de faire une offre pour acheter une partie de leur entreprise. La seule chose à laquelle je ne m'inquiétais pas trop était la clause de non-concurrence, car le licenciement la rendait en grande partie invalide. Mon front matrimonial est resté calme pendant que j'attendais que les munitions arrivent et elles sont arrivées jeudi sous la forme d'une clé USB de Clarence. La remise a été faite dans un café différent de la dernière fois car ma paranoïa était à son comble, bien que sans raison particulière.
Il a dressé une liste de 14 femmes. C'étaient toutes celles qu'il avait pu trouver. Il y avait de brèves biographies et certaines avaient même d'anciennes photos jointes. 5 vivaient encore ici. L'une d'elles travaillait comme escorte. Une prostituée pour être exacte, donc l'intervention de Carter ne l'a pas beaucoup aidée. Elle avait un numéro. Je suis allé acheter un téléphone portable, puis je l'ai appelé et nous avons convenu de nous rencontrer dans un motel en périphérie de la ville. Elle a dit que l'heure coûtait $100 et que je devrais payer la chambre. Elle est arrivée à l'heure, à 2 heures de l'après-midi. Elle était petite, mince et tatouée. Elle s'appelait Leila et elle se tenait dans l'embrasure de la porte. « Montre-moi l'argent ». Ce furent ses premiers mots. J'ai sorti $200 de ma poche et placé les billets sur le lit et lui ai fait signe de s'asseoir. J'ai levé la main pour l'arrêter. « Que dirais-tu de gagner 1000 » ai-je demandé, mais elle s'est levée en attrapant son sac. « Je ne fais pas de conneries, monsieur. » « Pas de conneries ?» je lui ai assuré. « Je paierai pour l'information. » « Quel genre ? » « Je veux savoir à propos de la maison pour femmes maltraitées et vulnérables où tu étais il y a quelques années. » Elle n'était pas sûre, mais après réflexion, elle a accepté et a raconté son histoire. En bref, elle a dit qu'elle avait quitté la maison dès la fin de ses études parce qu'elle détestait son beau-père et qu'elle avait fini dans la rue. Finalement, ayant perdu tout espoir, elle a commencé à se prostituer pour se nourrir et se loger. Un homme, quand elle ne voulait pas faire ce qu'il voulait, l'a jetée dehors comme une moins que rien. Des passants l'ont trouvée et ont appelé la police. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et quelqu'un a contacté Madame Carter, qui lui a offert une place dans la maison une fois qu'elle serait sortie. Elle y est restée presque 6 mois, a-t-elle dit, jusqu'à ce que les règles et les réglementations l'ennuient et qu'elle parte. Elle a terminé son récit et nous nous sommes regardés en silence pendant un moment. Son histoire était typique, bien que tout aussi tragique. Je me demandais si ce que j'allais faire serait un autre cas, mais le besoin de vengeance a pris le dessus sur tout le reste. Donc, quand tu vivais dans cette maison, as-tu été harcelé tout de suite ou est-ce que ça a commencé plus tard ? Elle a cligné des yeux rapidement, essayant de comprendre ma question. Elle a commencé à secouer la tête, non, de gauche à droite, puis s'est figée. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Combien ? Je pense à 5000. J'ai commencé à négocier. Pourquoi ? J'y ai réfléchi pendant quelques minutes. Elle pouvait être une prostituée sans éducation, mais ses compétences en négociation étaient assez bonnes pour n'importe quel conseil d'administration. Carter a ruiné mon mariage et je veux le détruire. Je l'ai regardée pour voir si elle hésitait, si elle le ferait pour l'argent ou pour le bien commun. 20 000. Elle a souri d'un air sinistre, me regardant comme un faucon pour évaluer ma réaction. J'ai hésité, essayant de comprendre à quel point elle pouvait être plausible. Elle a souri en me regardant. Quoi ? Je vois que tu te demandes si dépenser $20 000 pour une personne sans importance aidera ta cause. Mince. Cette jeune femme tatouée était en pleine forme. Elle se pencha vers moi et nous nous retrouvâmes nez à nez. Donne-moi 25 et je te montrerai la puissance du mouvement MeToo en action. Je lui ai dit qu'il fallait planifier et organiser le transfert d'argent. Elle m'a dit qu'elle voulait l'argent pour pouvoir repartir à zéro ailleurs, car elle avait une petite fille et devait sortir du business. Je lui ai honnêtement proposé que si cela fonctionnait, je lui trouverais un emploi à Chicago et ses yeux se sont illuminés. Vraiment ? Vraiment ? Tu me trompes juste pour obtenir ce que tu veux ? Elle semblait à la fois pleine d'espoir et effrayée, comme un enfant sur le point d'attraper un bonbon mais sachant qu'il pourrait lui être retiré à tout moment. J'ai réussi à la rassurer que tout irait bien. Nous avons convenu qu'elle ferait ce qu'elle avait promis et que nous nous rencontrerions pour discuter des prochaines étapes dès qu'elle serait prête. Nous avons échangé nos numéros. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et lui ai demandé de l'enregistrer sous le nom de Jerry. J'ai décliné poliment et la première phase était terminée. Chez moi, j'ai continué ma dichotomie intérieure et extérieure et Jean semblait y adhérer. Pour être juste, elle aussi était concentrée sur le projet Carter Legacy et ne remarquait pas grand-chose d'autre. J'essayais de m'infiltrer autant que possible sans éveiller ses soupçons et d'obtenir des informations sur l'avancement du projet. Nous cuisinions et mangions ensemble comme autrefois. Pendant le petit déjeuner,
Elle a dit qu'elle serait occupée à aider à mettre en place la maison New Horizon et qu'il y aurait une grande ouverture lundi à 10 heures. Je le savais déjà. C'était écrit sur le site web de l'entreprise et sur les réseaux sociaux. J'ai faim de m'intéresser et, sans en avoir l'air, je l'ai interrogé. Il s'est avéré qu'il prévoyait que le maire et son entourage coupent le ruban. Un tas de médias locaux devaient également être présents, ainsi que la station de télévision CBS. Ont-ils arrêté la chimiothérapie et la radiothérapie pour que Tony se sente assez bien pour y assister? Je l'ai entendu demander. Probablement Evelyne. Je n'ai pas entendu de réponse. Ce sera un moment qui changera sa vie, sanglota-t-elle légèrement. Pas si j'avais mon mot à dire. Il était temps d'augmenter la pression. Mes papiers de divorce étaient prêts. Il ne restait plus qu'à obtenir la permission de les déposer. L'Illinois était un État sans faute en 2016 et il n'existait aucune loi me permettant de poursuivre Carter pour perte d'affection, c'était donc une question de différences irréconciliables. J'ai commencé la journée sur SGX. Notre action avait atteint son prix d'émission et augmentait, bien que par petites incréments. Un bon début pour un vendredi. J'ai pris un café et j'ai écouté la station de radio WMA. À 9h30, il y avait une interview avec Evelyne. Elle parlait du merveilleux programme de responsabilité sociale auquel MRE et son père Anthony Carter se sont consacrés. C'était profond, comme un bouillon pour l'âme. Elle a expliqué que la maison New Horizon est simplement l'évolution continue d'un programme que sa mère a commencé, et après la mort de sa mère, son père a continué. Maintenant, il y avait une opportunité de le transformer en un projet à part entière avec un financement complet, mais évidemment cela fonctionnerait mieux avec la participation de la communauté et des dons. L'animateur a parlé avec enthousiasme de la valeur du projet, puis a demandé l'avis des auditeurs. Un auditeur de BMA a parlé favorablement et certains ont promis de faire des dons. L'animateur a promis de mettre les informations de dons sur la page d'accueil de WMA, et Evelyne a dit qu'il y a des détails sur le site web de MRE et sur le site web de New Horizon. D'autres appels dans le même sens ont suivi jusqu'à ce que « Allô ?» La voix à l'autre bout était hésitante. On l'a encouragée à parler plus fort, et entre une voix brisée et des sanglots discrets, elle a réussi à élever la voix. « S'il vous plaît, ne croyez pas que la maison a aidé qui que ce soit. » Elle a réussi à articuler. Tout ce qu'elle a fait, c'est permettre à M. Carter d'abuser des femmes. Elle a éclaté en sanglots au téléphone. Evelyne est entrée dans une crise apoplectique. Jamais. Cela ne s'est jamais produit. Mon père est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. L'appelant était toujours en ligne. Il l'a fait, et plus d'une fois. Sa voix s'est élevée avec une indignation justifiée et de la colère. Savez-vous ce que je suis maintenant? Elle a crié d'une voix brisée. Je suis une prostituée. Je travaille dans la rue. C'est tout ce que je vaux grâce à ton précieux papa. Sa douleur était insupportable. Je m'appelle Leila, et ton père m'a ruiné. Elle a sangloté, et la communication s'est coupée. La station est passée en pause publicitaire. Lorsqu'ils sont revenus, l'animateur était déchiré entre son interview initiale et l'éléphant qui remplissait les ondes. Evelyne a été stupéfaite par ce retournement de situation et a essayé d'expliquer que c'était absurde et que son père était un homme bien qui ne ferait jamais une chose pareille. Il était évident qu'elle croyait cela, mais en même temps, nous voulons tous croire le meilleur de nos parents. Toutes les lignes étaient occupées par des gens qui grondaient et félicitaient Leila. L'un a dit ce à quoi on s'attend d'une prostituée. Elle essaie clairement de se faire de l'argent. Certains voulaient poser des questions à Evelyne, tandis que d'autres suggéraient que les autorités, quelles qu'elles soient, devraient intervenir. L'animateur de l'émission n'était pas dupe. Ce qui était au départ une petite histoire peu intéressante s'est transformé en un tourbillon émotionnel, avec les auditeurs ajoutant leurs opinions sur ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. La fureur a atteint son paroxysme lorsqu'une voix bien modulée est intervenue à l'antenne. Je m'appelle Rita. Je ne veux pas donner mon nom de famille à l'antenne. Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. Mais je l'ai laissée à votre producteur pour qu'il puisse me contacter. Elle prit une inspiration tremblante. Anthony Carter m'a aussi maltraité, et les commentaires ont pris différentes directions.
Un auditeur a appelé WTX pour discuter de ce qui se passait sur WMA. Dans la minute qui a suivi, la ligne s'est remplie de voix pour et contre de chaque côté. Peu de temps après, une femme a appelé. Elle parlait d'une voix faible et effrayée. « Je suis une femme mariée avec des enfants », sanglotait-elle, et j'avais espéré laisser tout cela derrière moi, mais M. Carter me harcèle aussi. Elle s'est effondrée et a sangloté à l'antenne. « Je suis tellement désolée, j'avais promis. » Je lui avais dit que j'étais préoccupé car ma femme travaille pour MRE et le projet New Horizon Home. Je lui ai demandé son avis. Elle n'était pas sûre mais allait se renseigner. Elle a dit que si c'était vrai, ce serait le plus grand cas d'abus à Springfield depuis 2 générations. À l'heure du déjeuner, l'histoire s'était calmée à l'antenne. Aucun des animateurs radio ne voulait donner son opinion. Cependant, les réseaux sociaux et Twitter en particulier sont devenus fous. Au début, les opinions étaient partagées à 50 pour et contre, mais en quelques heures, c'est devenu une chasse aux sorcières féroce et malheur à quiconque prenait parti pour Carter. Des centaines, puis des milliers de femmes ont pris la parole sur les plateformes pour raconter leurs histoires d'abus provenant de diverses sources. Certaines étaient détaillées, d'autres n'étaient rien de plus qu'une admission de « moi aussi ». Certaines étaient si explicites qu'elles pourraient être catégorisées comme X-rated. En quelques heures, il était impossible de distinguer la vérité du non-sens. L'information s'est propagée non seulement à travers les États, mais aussi à travers des continents entiers. Je me suis évanoui avec un mal de tête terrible. J'ai attrapé du Tylenol. La journée était encore jeune et les enfants étaient toujours à l'école. À cause du stress et des émotions que j'avais vécues, je transpirais et me sentais sale. Je me suis déshabillé dans la buanderie et marché nu jusqu'à la douche et me suis effondré sous un jet d'eau chaude. Je me suis assis et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. En fait, j'ai pleuré encore plus fort. Perdre ma mère a été un coup de poignard dans mon cœur, mais c'était aussi un coup de poignard dans mon âme. J'avais franchi une ligne qui ne pouvait plus être franchie. La citation de Nietzsche selon laquelle celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre me décrivait parfaitement. Carter m'avait fait du mal, mais j'avais déclenché un ouragan que je ne contrôlais plus. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était m'accrocher et prier. J'ai récupéré Dean et Katrina et je les ai ramenés à la maison pour préparer un sauté de poulet aux nouilles et une petite salade orientale en accompagnement. Nous avons attendu Jean, mais rien. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Finalement, nous avons mangé, j'ai mis un plat pour Jean dans le micro-ondes et une petite salade dans le réfrigérateur. Dean, Katrina et moi nous sommes assis pour jouer au jeu de société Forbidden Island, et Jean était toujours absente. À 22 heures, les enfants étaient allés se coucher et j'étais seul dans le salon quand elle est arrivée. Elle avait l'air d'avoir vécu un véritable calvaire. Les ombres sous ses yeux coulaient. Ses cheveux étaient en bataille et elle avait l'aura d'une femme dont le monde venait de s'effondrer. « Tu as entendu » soupira-t-elle avec un frisson. « As-tu entendu toutes les horreurs qu'ils disent sur Tony » gémit-elle en s'effondrant sur une chaise. Je lui tendis un grand cognac qu'elle accepta avec gratitude, en buvant la moitié d'un trait. « Ouais, on dirait que ton patron est un prédateur », lui dis-je d'une voix émotionnellement neutre. « Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, Adam. C'est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. Le moment est venu de passer à la phase 2, Jean. » Elle leva les yeux de son verre. « Tu ne connaissais visiblement pas très bien cet homme. Tu ne me connais pas. » J'ai serré les vis. « Toi et moi n'avons pas de secret. Nous sommes mari et femme, donc tu sais de quoi je suis capable, tout comme je sais de quoi tu es capable. » Je maintins son regard. « Tu connais peut-être Carter en tant que ton patron, mais qui sait vraiment ce qu'il est. » J'ai observé les pensées et émotions contradictoires se jouer sur son visage. « Non, non, c'est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. Je le saurais. » Je lui lançai un regard confus et impuissant. « Mais comment le sais-tu, Jean? Comment peux-tu savoir? Je veux dire, c'est ton patron, ton collègue. Il pourrait cacher des millions de secrets. Je n'ai pas beaucoup interagi avec lui, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il cachait quelque chose. »
C'est le genre de type que tu ne laisserais pas seul avec ta femme ou tes filles, soupira-t-elle. Et lui, tu sais, est-ce qu'il a déjà essayé quelque chose avec toi? Elle devint pâle et je fis semblant de ne pas remarquer. Non, non, jamais. Comment peux-tu même poser cette question? Elle a essayé de me lancer des piques, mais s'est finalement retrouvée simplement déconcertée. Parce que tu es une belle femme, Jean, et si ce qu'ils disent de lui est vrai, il doit être très immoral. Elle éclata en larmes et plongea profondément dans son verre de cognac, mais n'y trouva pas de réponse non plus. Elle le finit et monta à l'étage, fatiguée. Elle dit bonjour à Dean et Katrina et leur souhaita bonne nuit, puis j'entendis la douche couler. Je finis mon cognac et me dirigeai vers le lit. Au moment où elle sortit de la douche, je fis semblant d'être à moitié endormi. Elle descendit en robe. Je sortis du lit et me dirigeai vers le palier. Elle parlait à quelqu'un. Au son, probablement à Evelyne. Elle répéta plusieurs fois cauchemar. Puis elle demanda « Mais pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'une femme disant qu'elle a été agressée ?» Enfin, elle dit qu'elle ne pensait pas que cela partirait facilement. Comme elle avait raison. Elle passa un second appel. « Salut, Tony », l'entendis-je dire. J'attrapais des bribes de phrases où elle lui répétait que tout serait résolu et que c'était un gros malentendu. J'entendis à peine qu'elle se retirait vers la cuisine, mais j'entendis ces derniers mots. « Moi aussi, je t'aime. » J'entendis le bip du micro-ondes et elle passa un certain temps seule, probablement en grignotant. Au moment où elle se coucha, j'étais endormi. Samedi, je me suis réveillé le premier et préparé le petit déjeuner, puis j'ai conduit Dean et Katrina à l'entraînement sportif. Quand je suis rentré, j'étais au téléphone avec Vicky. Elle m'a informé qu'une autre femme avait postulé et qu'il y en avait déjà 4. Elle m'a également dit que ses sources à la mairie avaient indiqué que l'ensemble du projet était désormais considéré comme toxique et qu'on s'en éloignait. Un certain nombre d'associations civiques ont rapidement suivi avec des démentis. En milieu de matinée, le bureau du procureur général a publié une déclaration indiquant qu'il mènerait une enquête complète sur cette affaire. Au moment où je suis rentré, c'était fini. La bourse SGX était fermée, donc il n'y avait rien à faire. J'ai parlé à Georges des affaires et à mon père de l'état de mon mariage. Il a convenu qu'il était irrémédiablement rompu. Il a dit qu'il était désolé pour Dean et Katrina, mais comme le reste des enfants aux États-Unis, ils apprendraient à s'en sortir. J'ai appelé Jean. « Où es-tu? » Evelyne et moi ainsi que les avocats de la société essayons de lutter contre ces sales poursuites. « Es-tu sûr de devoir t'impliquer? » J'ai coloré ma voix d'inquiétude. Les retombées pourraient être importantes et tu ne veux pas t'y retrouver. Elle a résisté comme je savais qu'elle le ferait, mais toutes leurs supplications juridiques n'ont abouti à rien. Le samedi après-midi et le dimanche, qui étaient les jours les plus chargés du salon, MRE avait moins de 20% de sa fréquentation habituelle. Le lundi matin, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner avec des appels d'annulation et de retrait de commandes de vente. L'ouverture de la maison New Horizon a été reportée jusqu'à ce que la publicité négative soit terminée. Ce lundi-là, une autre femme s'est fait connaître d'une manière inhabituelle. Cette femme était mariée à un homme d'affaires fortuné et était bien connue dans la communauté. Selon elle, elle a passé un total de 8 jours dans la maison avant de donner son nom et qu'il contacte ses parents. Pendant ce temps, l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Monsieur Carter l'a agressée 2 fois. Elle a laissé les coordonnées de son avocat pour que toutes les femmes agressées par Carter puissent le contacter afin de déposer un recours collectif. À la fin de cette semaine, 5 choses s'étaient produites. Tout d'abord, Carter a été interrogé par le procureur au tribunal, après quoi son état de santé s'est détérioré. Deuxièmement, 3 des 5 femmes sont venues à la police et ont témoigné. Toutes ont affirmé avoir été agressées. Fait intéressant, toutes les agressions ont eu lieu sur une courte période, il y a environ 5 ans. Troisièmement, la tempête médiatique a atteint un tel point que MRE a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Jean me racontait naïvement chaque soir comment Evelyne essayait de maintenir l'activité alors que les fournisseurs partaient en emportant les clients avec eux. Quatrièmement, le CA avait dépassé les 24 $ et je commençais lentement à vendre des blocs d'actions sur le marché, qui étaient rapidement absorbés sans que leur prix ne baisse.
Nous avons récupéré notre investissement initial et possédions toujours les 2/3 des actions. Pour être franc, nous nous sommes assis dans un bonheur complet. Mon père a emmené Dean et Katrina pour le week-end. J'étais en train de rentrer d'une petite boutique où j'avais acheté une bouteille fraîche de verve Clicquot millésimée 2012. J'étais prêt à célébrer avec Jean numéro 5. J'ai remarqué un SUV BMW X5 avec le logo MRE sur les portes garées dans mon allée à côté de la Lexus de Jean. Je me suis arrêté et suis entré dans la maison. Elles étaient dans le salon. Jean pleurait et Evelyne lui caressait le dos pour la calmer. Mesdames, je les ai saluées, me suis dirigé vers le meuble où nous gardions notre cristal et ai sorti 3 flûtes à champagne. Elles me regardaient bouche bée alors que je déchirais le papier d'aluminium, tordais le fil pour enlever la cage et faisais sauter le bouchon avec opulence. Ensuite, j'ai rempli copieusement 3 flûtes et leur en ai tendu une à chacune. Ils étaient tous les deux dans une sorte de stupeur, comme si leur cerveau était incliné, et acceptèrent les verres offerts. Santé. J'ai levé mon verre, bu la moitié du mien, et j'ai roté. Puis les cris ont commencé. « Jean, tu me divorces ?» Je pensais que nous étions une famille. J'ai remarqué une enveloppe ouverte avec les papiers du divorce posés sur la table basse. « Evelyne, comment as-tu pu, Adam? Tu ne te soucies pas de ta femme? Tu ne l'aimes pas? Prends un verre, Jean. Nous célébrons la fin d'une ère. » J'ai fini le reste du champagne et j'ai attrapé la bouteille. « Bonjour, Evelyne. Tout d'abord, je pouvais et je l'ai fait. Deuxièmement, j'ai arrêté de m'en soucier et de l'aimer quand elle est devenue la pute de ton père. » J'ai renversé mon verre et salué Evelyne. « Trinquons à l'héritage de ton père, Evelyne. J'espère qu'il vivra assez longtemps pour être jugé, et alors le monde entier saura quel salaud il est vraiment. » Elle est devenue blanche et s'est effondrée sur le dos. Je me suis tourné vers Jean. « Trouve-toi un avocat. » Je lui ai souri en coin. Les enfants resteront avec mon père jusqu'à ce que la garde soit établie. Ses yeux se sont écarquillés de peur. C'était comme rien de ce qu'elle m'avait jamais vu être auparavant. On aurait dit que j'étais devenu le monstre que je craignais. Evelyne a laissé tomber sa flûte sur le tapis, faisant un gâchis. Il me regardait comme on regarde un fou avec le doigt sur la détente. « Donc pour le champagne, non. Tu m'as laissé seul pendant si longtemps et si souvent. J'avais besoin de contact humain. » Elle a essayé de se justifier mais n'a pas pu soutenir mon regard. « Je comprends. » J'ai ri sans humour. « Et comment gères-tu ça maintenant? » Mais alors Evelyne est revenue à la charge. « Combien de femmes as-tu couché avec pendant que tu étais loin de la maison? Vous les hommes, vous voulez tous que vos femmes soient des anges quand vous êtes loin de la maison, et vous faites ce que vous voulez. Ne pensez pas que tous les hommes agissent comme le salaud qui t'a donné naissance. Juste parce qu'il était heureux de faire tout ce qu'il pouvait, ruinant des jeunes femmes et des mariages, ne signifie pas que le reste d'entre nous se rabaisse à sa dépravation. Je l'ai fixée, espérant qu'elle essaierait de contester ou même de me sauter dessus. Je me suis penché vers son visage. « Ton père est un agresseur, un criminel, un porc dégoûtant, il mourra probablement avant d'aller en prison. Mais toi, ma femme prostituée, et le monde le reconnaîtront pour ce qu'il est. Son projet d'héritage ne décollera jamais et son argent sera gelé par les tribunaux contre les futures poursuites de ses victimes. MRE déposera le bilan et cessera d'exister, et tu devras déménager loin et changer de nom. » Elle tremblait et pleurait sous mon assaut verbal. Je parie qu'elle aurait souhaité être un homme pour me frapper. Moi aussi, j'aurais souhaité qu'elle soit un homme, pour pouvoir libérer la rage que j'avais si soigneusement contenue ces dernières semaines. En fait, il me semble, Evelyne, que tu as probablement aidé à séduire ces filles à la manière dont Ghislaine Maxwell a aidé Jeffrey Epstein. Sa bouche s'agitait sans un mot face à l'horreur que je déversais. Je pense que je dois contacter les médias pour les informer à ton sujet. Elle secoua la tête de droite à gauche, ses yeux écarquillés par la peur et l'horreur. Non. S'il te plaît, je n'ai pas fait ça. Tout cela est un mensonge. Une sorte d'erreur. Je ne sais pas ce que ces femmes essaient d'accomplir, mais ce n'est pas vrai. Mon père est un homme bien. Je me tourne vers Jean. Tu as 2 heures pour rassembler tes affaires et partir. Quand je reviendrai, si tu es encore là, j'appellerai la presse et ferai une déclaration.
De plus, je les inviterai à t'interviewer sur ton implication dans ce crime horrible. Va te faire foutre, me cracha-t-elle. Je n'ai rien à me reprocher. Enfin, sauf d'avoir triché et menti. Je vais partir, mais je vais d'abord engager un avocat, et ensuite nous verrons qui obtiendra quoi. Oh, mon Dieu, Jean a trouvé la force. 2 heures, je lui ai promis. Je suis sorti et me suis dirigé vers la voiture, mais je n'avais parcouru que quelques pâtés de maison lorsque toute l'adrénaline inutilisée de mon corps m'a rattrapé, et j'ai haleté et tremblé. Cela a duré environ 15 minutes avant que je ne reprenne le contrôle de mon corps et puisse avancer. Pendant un moment, j'ai conduit sans but dans la ville. Finalement, je me suis ressaisi et j'ai appelé mon père. Je lui ai parlé de Jean remettant les papiers et lui ai réitéré qu'il devait garder Dean et Katrina avec lui jusqu'à nouvel ordre. Et bien qu'il devrait permettre à Jean de leur rendre visite, en aucun cas elle ne devrait être laissée seule avec eux pour les retourner contre moi. Nous avons discuté et je suis parti avant que la voiture ne signale que j'étais en veille. J'ai trouvé une station-service, pris de l'essence et je suis rentré chez moi, émerveillé par la distance parcourue, et quand je suis rentré il était 22 heures. La maison était comme un mausolée, rempli des fantômes de moments heureux. Le silence était assourdissant à mes oreilles et je ne pouvais pas dormir. Il y a 2500 ans, Socrate avait dit que la vie sans exploration ne vaut pas la peine d'être vécue, et je gisais dans mon lit, essayant de ne pas trop explorer mon moi intérieur ou regarder trop profondément dans ma psyché à cause de la fureur que j'avais suscitée pour me venger. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que les choses avaient été trop loin et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais peur que ce qui se passait sur les réseaux sociaux soit une chose, mais si cela allait en justice, les choses pourraient se dénouer ou s'effondrer. Ne me retrouverais-je pas impliqué? J'ai ressenti le besoin d'emmener Leila hors de la ville pour au moins éliminer mon lien direct avec le problème. Ayant pris cette décision, j'ai réussi à sombrer dans un demi-sommeil. En me réveillant le lendemain matin, je me sentais presque aussi fatigué qu'au moment où je m'étais couché. Après mes rituels matinaux, je me suis dirigé vers le centre-ville pour prendre un petit déjeuner. J'ai appelé les enfants. Ils allaient bien, mais Dean soupçonnait déjà que tout n'allait pas bien à la maison. J'ai promis de lui parler ainsi qu'à Katrina bientôt. Autour d'une tasse de café, j'ai joint Leila sur le téléphone fixe. Ai-je bien fait comme promis? J'ai admis que oui. Nous avons discuté et confirmé qu'elle partait pour Chicago le lendemain. J'avais déjà transféré de l'argent de mon compte de trading offshore vers l'un des comptes offshore de la Géorgie. Ensuite, il avait transféré de petites sommes sur un compte bancaire qu'elle avait ouvert, et Leila était 25 000 plus riche et partait pour un emploi d'assistante en gestion immobilière organisé par l'un des contacts en investissement de la Géorgie qui possédait plusieurs biens commerciaux. Je buvais ma deuxième tasse de café quand Vicky a appelé. 3 femmes ont poursuivi Carter pour obtenir des dommages et intérêts, m'a-t-elle informé. Les papiers seront signifiés lundi. Nous avons discuté un moment. Elle a dit qu'elle et les rédacteurs en chef étaient surpris par le timing et par la manière dont toute l'histoire s'était déroulée. Mais elle a argumenté que ce n'était pas surprenant dans le climat actuel. Une fois que la première femme, Leila, qui prétendait être une prostituée, a obtenu de la publicité, les autres ont suivi, comme dans le cas de Harvey Weinstein. J'ai passé le reste de samedi avec Dean et Katrina. Je leur ai dit que leur mère et moi allions divorcer car elle avait une liaison avec son patron Anthony Carter. Katrina ne comprenait pas vraiment ce qu'était une liaison. Dean a compris. Elle a couché avec Monsieur Carter, papa? J'ai hoché tristement la tête. Oui, ils couchent ensemble depuis un moment maintenant. Katrina pleurait. Dean était imperturbable. Nous avons fait nos bagages et, emmenant mon père avec nous, sommes allés au terrain de golf et avons frappé quelques sauts de balles. Dean et Katrina ont utilisé certains de mes vieux clubs et avaient tous les deux un bon swing naturel. Après avoir dîné, nous sommes allés dans un restaurant grec et sommes finalement allés nous coucher. Je suis retourné dans mon mausolée silencieux et ai passé une autre nuit sans sommeil. Le dimanche, j'ai reçu un appel de ses parents. Ils voulaient savoir s'il y avait un espoir de réconciliation. Pour l'amour de l'enfant, ont-ils dit, comment pourrais-je me réconcilier avec une femme qui a une liaison avec son patron depuis des années? Ai-je demandé. Et en plus, c'est un maniaque.
Jean a peut-être même eu un rôle là-dedans. Il y eut un soupir collectif. Vivre en Arizona les avait éloignés de la bombe qui avait frappé l'Illinois. Tout sera réglé au tribunal. Je les ai assurés avant de m'éloigner, les laissant avec une vision brisée de leur fille. La vie a continué, principalement lentement et douloureusement. Dean et Katrina sont revenus vivre chez moi et mon père est venu pour aider. Cela m'a laissé essentiellement avec une entreprise qui prenait de l'ampleur alors que George et moi recevions beaucoup de retours positifs. À la fin de la deuxième semaine, l'engouement autour de Carter s'était quelque peu estompé. Vicky m'a informé qu'une quatrième femme avait rejoint le recours collectif contre Carter. Mais pas Leila, ai-je pensé. C'était étrange. Elle était assez tendue et, il me semblait, assez versatile pour obtenir sa part du gâteau. Eh bien, c'était un mystère pour un autre jour. J'ai eu une réunion entre les avocats de Jean et les miens au sujet de la division des biens. J'avais mis en place des comptes d'investissement pour l'éducation de Dean et Katrina à partir de nos actifs en espèces ou quasi-espèces combinées afin qu'ils ne puissent pas être touchés. Mon dernier chèque de paye et les paiements de JP Morgan allaient directement dans mon compte offshore, et ces avocats essayaient toujours d'obtenir des documents de mon ancien employeur. Alors qu'ils soupçonnaient qu'il y avait une sorte de pot de vin, ils ne savaient pas combien, mais il n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne convoquent les documents des ressources humaines. Je lui ai proposé de ne rien lui payer car elle avait un emploi et gagnait généralement bien sa vie. Elle a argumenté qu'il aurait dû y avoir au moins 250 000 $ en espèces et actifs quasi liquides. Je les ai assurés qu'ils avaient été perdus dans des actions non rentables. Jean et son avocat ont crié au mensonge, mais j'ai ri. Accepte l'accord, Jean, ou je réduirai ta pension alimentaire et nous nous battrons jusqu'à ce que tu n'aies plus d'argent pour les avocats. Je te ruinerai financièrement. Pourquoi es-tu aussi odieux? Elle m'a regardé. Je mérite la moitié de ce qui reste de notre mariage. Va demander de l'argent à ton deuxième mari, Jean. On dirait que tu as eu plus de mariages avec lui qu'avec moi. Mais tu ferais mieux de te dépêcher. Il n'aura peut-être plus d'argent après que ces pauvres femmes agressées aient obtenu réparation pour ce qu'il leur a fait. J'aimerais pouvoir dire que tout était fini après ça, mais ce n'était pas le cas. Pas du tout. Cela a duré des mois, mais la plupart des cartes étaient entre mes mains et la colère légitime m'a permis de continuer. Elle hésitait de réunion en réunion. À l'une d'elles, elle disait que j'avais rendu la relation entre elle et Carter beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'était vraiment. À la réunion suivante, elle me blâmait pour son comportement. Puis elle voulait savoir pourquoi nous devions divorcer et pourquoi nous ne pouvions pas arranger les choses. La fois suivante, j'ai appris qu'elle voulait me dépouiller. Lors d'une autre réunion où j'ai refusé de céder, son avocat a dit qu'il la ferait rentrer immédiatement à la maison. Je lui ai offert mon plus grand sourire. Tu ferais mieux de faire attention à moi, Jean, sinon j'irai dans tous les médias possibles pour dévoiler ta complicité dans cette affaire. Elle a pâli et est devenue grise comme une victime d'attaque cardiaque. Essaye et vois ce qui t'arrive ensuite. En quittant le bureau de l'avocat, j'ai remarqué Evelyn assise dans le hall. Elle me regardait avec colère. Je lui ai souri comme on sourit à un mort-vivant, et son sourire a vacillé et disparu. Tu aurais dû rester en dehors de ça, Evelyn. Eh bien, on récolte ce que l'on sème. 2 jours plus tard, Leila était de 5 000 $ de plus riche, et les journaux locaux, Twitter et le reste des réseaux sociaux étaient en ébullition avec les dernières révélations selon lesquelles Evelyn Carter avait aidé son père disgracié, Anthony Carter. Le bureau du procureur a été vivement critiqué pour ne pas avoir arrêté Carter ou pris des mesures contre sa fille. Le bureau du procureur a pris la parole lors d'une conférence de presse, déclarant qu'ils en étaient encore aux premières étapes de l'enquête. La presse n'a pas mâché ses mots, et une autre tempête a éclaté. Le public était encore sous le choc de l'histoire de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Bientôt, la soif de vengeance a également saisi Evelyn Carter. Carter a été poursuivie par 4 femmes très médiatisées. J'étais sérieusement préoccupé et commençais à passer des nuits blanches. Aller en justice était un énorme risque pour moi et aurait pu facilement faire dérailler toute l'affaire. C'était la 6e semaine depuis mon retour de Singapour. Je travaillais comme d'habitude à la maison lorsque la sonnette a retenti. C'était Evelyn. De quoi as-tu besoin?
Je n'allais pas faire semblant. Peut-on parler, Adam? Non. Je ne veux pas être associé à un prédateur comme toi. Je l'ai fixé du regard et j'ai refermé la porte, la laissant dehors. Elle a rappelé. Comme je le savais, elle a sonné. S'il te plaît, Adam. Parle-moi, a-t-elle supplié. J'avais envie de rire à haute voix. Où est ta prétention, salope? Au lieu de cela, j'ai dit, je ne pense pas. Tu veux juste m'enregistrer et essayer de me faire dire quelque chose que tu pourrais utiliser à tes propres fins. Je ne le ferai pas, je te le promets. Bien. Ses yeux se sont illuminés, mais j'ai tendu la main pour l'arrêter. Mais d'abord, mets ton téléphone personnel dans la voiture. Attends ici. J'ai fermé la porte, posé discrètement mon téléphone et appuyé sur enregistrer. D'accord, parle. Je l'ai laissé partir et je me suis dirigé vers le canapé le plus proche. Elle semblait incertaine quant à rester debout ou s'asseoir, mais je lui ai fait signe de s'asseoir en face de moi, et elle s'est assise sur le bord, comme si elle pouvait partir à tout moment. Elle a écarté ses cheveux détachés de son visage et s'est reprise. Je sais que c'est toi, Adam. C'est toi qui as créé ce cauchemar. Je l'ai simplement fixé sans émotion. Elle pensait probablement que j'étais un serpent dans son jardin d'Éden. Arrête, arrête maintenant, Adam. Je suis resté là à la regarder en silence et elle a changé de sujet. Je sais que tu as été blessé par l'affaire de Jean avec mon père. Peu importe qui a été blessé, mais ces absurdités sur mon père soumettant des femmes sont des mensonges, et cela doit cesser. Il faut que cela soit réfuté. J'ai ri à son visage. Il n'y a rien que je puisse faire, Evelyne. C'est maintenant entre les mains du tribunal. S'il te plaît, Adam, fais en sorte que cela cesse. Je sais que tu le peux. J'ai souri malheureusement. Maintenant que ton monde s'est effondré, tu veux que je t'aide. Où étais-tu quand ton père divertissait ma femme? Son visage est devenu rouge à nouveau. Oh, oui, tu aidais, t'assurant qu'elle accepte d'être la putain de ton père. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. J'ai lu sur son visage alors qu'elle pesait le pour et le contre pour me faire changer d'avis. Finalement, elle a dit, « Quand arrêteras-tu, Adam? Quand seras-tu satisfait ?» Ses yeux se sont assombris, puis des larmes ont coulé sur son visage et elle a éclaté en sanglots. Ce n'était pas une simulation. C'était une femme vaincue. Pas avant que ta famille soit complètement détruite, Evelyne. Elle a frémi. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Il n'y aura pas d'arrêt. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de paix. J'ai parlé lentement et avec détermination. Je voulais qu'elle réalise que ce n'était pas un jeu. Elle ne pouvait pas reculer. C'était réel. Elle a réalisé la vérité et est restée silencieuse en réfléchissant à ce que j'avais dit. Puis elle m'a surpris en revenant pour une autre tentative. « Tu veux te venger d'Adam? Comment? Comment? Comment ?» Elle a joint ses mains et fixé le sol, incapable de croiser mon regard. Elle avait la trentaine, célibataire et sans enfant. Ses pages Facebook indiquaient qu'elle venait de rompre avec son dernier partenaire, donc elle était célibataire. Chancelante, elle atteignit la porte et, sur des jambes chancelantes, courut vers sa BMW. Je l'ai regardée conduire de manière instable dans la rue. J'avais des sentiments contradictoires de satisfaction d'avoir causé sa douleur et de lui avoir fait savoir que d'autres suivraient. En même temps, j'étais dégoûté de ma capacité à être si insensible et si cruel envers les sentiments d'une autre personne. Il était encore tôt, mais je voulais boire. Et peut-être plus d'un. J'ai passé le reste de la semaine à aller et venir dans les cabinets d'avocats. Entre-temps, j'ai continué à travailler pour obtenir de nouveaux clients. Il y avait une cotation à la bourse de Hong Kong pour une petite entreprise de technologie de l'information qui semblait prometteuse et une cotation à la bourse de Johannesburg pour une société d'exploration de gaz naturel forant dans l'océan Indien au large des côtes d'Afrique du Sud et du Mozambique. Georges et moi étions en train de finaliser la vérification diligente avant de les présenter à un groupe d'investisseurs. Le recours collectif de 4 femmes contre Carter battait son plein. Les Carter, menés par Evelyne et ses avocats, essayaient d'atténuer la situation et de parvenir à un règlement à l'amiable. Le procureur de district ne pouvait se décider sur la manière de poursuivre un homme sur son lit de mort.
Alors nous attendions tous avec impatience. J'ai entendu dire que les Carter avaient été dépouillés de presque chaque centime. Toutes les propriétés immobilières de l'entreprise ont été vendues et les femmes ont reçu plus de 2 millions chacune. Le montant n'a pas été divulgué, mais il était énorme. C'était effectivement la fin de MRE. Il me fallait encore une chose pour achever ma vengeance, alors je suis allé à l'hôpital et suis entré dans la chambre de Carter, ayant l'air officiel et marchant comme si j'étais à sa place et que personne ne m'avait défié. J'étais là pour m'assurer qu'il savait qu'il avait ruiné son héritage et toute sa vie. Il a vécu 2 jours de plus. Evelyn l'a fait incinérer. Il n'y avait que 5 personnes à la petite réunion après l'incinération. L'une d'elles était Jean. Elle voulait emmener Dean et Katrina avec elle. Je lui ai dit que je la verrais morte en premier. Tu le ferais, n'est-ce pas? Elle m'a regardé avec un mélange de peur et de haine très similaire à celui qu'Evelyn avait lors de notre dernière rencontre. Je ne pensais pas que tu étais si vindicative. Tu l'as ruiné. C'était toi, n'est-ce pas? Pleura-t-elle. Et pourquoi faire? Parce qu'il et moi avions une relation. Tu es devenue folle et as ruiné tant de vies. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai ri durement. C'est toi qui as semé les graines, Jean. Toi? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu voulais quelqu'un d'autre? Cela m'aurait fait mal, mais cela aurait été honnête. Nous aurions pu divorcer et cela aurait été la fin. Mais tu as choisi de me négliger, et cela était inacceptable. Pour un moment, elle est devenue pensif. J'aimais Tony, elle a admis doucement. Il me donnait ce dont j'avais besoin. Quand il était avec moi, il était à 100% avec moi. Avec toi, j'ai toujours eu l'impression que ton travail passait en premier et que je pâchais en second. Elle fouilla dans son sac à main, trouva un paquet de mouchoirs et essuya ses yeux. Ensuite, quand nous avons eu Dean et Katrina, je n'étais même pas en deuxième place. C'était ton travail, les enfants, et je recevais ce qui restait. Elle me regarda dans les yeux. J'avais besoin que quelqu'un me mette en premier pour une fois. J'aurais pu partir et la laisser avec mes souvenirs heureux, mais je ne l'ai pas fait. J'ai sorti mon téléphone. Écoute ça. En valait-il la peine? Elle m'entendit dire. Non, il a gémi. Tu as tout gâché pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. J'ai ri durement. C'est de ta faute, Carter. Je t'ai complètement fichu en l'air. Comment? Comment as-tu découvert? Quoi? Comment as-tu découvert que j'utilisais ces femmes? Il y eut un long silence pendant que j'essayais de comprendre ce que j'avais dit, puis j'ai commencé à rire et je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai laissé tomber mon téléphone. Puis j'ai enfin maîtrisé mon rire. Je ne l'ai pas fait. J'ai recommencé à rire. Oh, miracle! Je ne savais pas, Carter. Je pensais que j'inventais tout, mais maintenant je comprends pourquoi ces 4 femmes te poursuivaient de cette façon. Il a essayé de se redresser pour montrer qu'il avait encore un peu de bravoure. Jean s'est effondré par terre et est tombé en catatonie. J'ai tourné les talons. Elle n'était plus mon problème. Épilogue. Lorsque MRE se débarrassait de ses actifs aussi rapidement que possible pour libérer de l'argent, j'ai acheté la maison qu'il transformait en maison Nouveau Horizon pour presque rien. Il a fallu des efforts pour réunir tous les acteurs, mais tout s'est mis en place comme si c'était prédéterminé. Dès que l'accord a été signé et scellé, j'ai passé des annonces dans les journaux locaux et suis allé à la radio annonçant que j'avais acheté la maison Nouveau Horizon et que je la transformerais en un refuge à part entière pour les femmes maltraitées. Elle serait dirigée uniquement par des femmes et les hommes n'auraient aucun rôle dans ses opérations et ses affaires quotidiennes. Je l'ai renommée Maison Joy Carter en l'honneur de ma mère. Papa a pleuré et m'a embrassé. Dean et Katrina étaient impressionnés. La maison a été placée en fiducie. Papa, moi et les 4 femmes qui avaient poursuivi Carter sont devenus des fiduciaires. Ils étaient tous plus qu'heureux de s'impliquer et ont contribué une partie de leur nouvelle richesse pour réaliser leur rêve. Les médias locaux et régionaux ont appelé le projet Phoenix et m'ont couvert de louanges, ainsi que les femmes, bien que j'ai essayé de rester autant que possible à l'écart des projecteurs. En plus d'être une initiative de responsabilité sociale, cela m'a aussi aidé à paraître bien devant un juge lors de mon divorce. Jean a fini par obtenir la garde principale. Je paierai une pension alimentaire jusqu'à ce que Dean et Katrina aient 18 ans, et Jean pourrait rester dans la maison jusqu'à ce moment-là,
mais elle devrait contribuer à hauteur de 50% aux paiements hypothécaires et la pension alimentaire serait nulle pour elle. Lors d'une réunion où nous essayions de diviser les biens, elle a prétendu que j'avais caché de l'argent. Je lui ai dit de laisser tomber sinon je pourrais lui pourrir la vie, et étrangement elle l'a fait. Elle est devenue très méfiante à mon égard et je pouvais voir qu'elle choisissait soigneusement ses mots pour ne pas me contrarier. Je suppose que c'est à quoi ressemblait la peur. Je lui ai dit qu'elle recevrait un revenu substantiel de la maison lors de sa vente et c'était la fin de l'histoire. Il a fallu du temps, mais finalement nous avons divorcé. J'ai acheté un condo de 3 chambres pour que les enfants puissent rester avec moi. Je les avais presque tous les week-ends puisque Jean était de retour à la vente de maison et que les week-ends étaient sa période la plus chargée, donc c'était bien pour moi. Il me manquait de temps en temps alors que je recommençais à voyager régulièrement, surtout en Extrême-Orient. Mais dans l'ensemble, la vie n'était pas si mal. Je riais de moi-même. Les choses étaient mauvaises, mais pas si mauvaises que ça. La relation de Jean avec Evelyne s'est immédiatement détériorée après que je lui ai montré la vidéo de mon altercation avec Carter. J'ai également diffusé une version éditée de la bande audio de son père avouant tout. C'était en fait une autre chose qui a pris une vie propre, indépendamment de l'intention initiale. Evelyne est partie quelques mois plus tard et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. J'ai rencontré Leila à Chicago. Son vrai nom était Liane Roxton. Elle s'était reprise en main et aimait son travail. Tu savais ? Lui ai-je demandé. C'était comme un secret ouvert, a-t-elle confirmé. Personne n'a avoué directement les abus. Tout le monde avait peur qu'en étant mis à la porte, ce serait pire. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? À moi aussi. Ai-je demandé, étonné. Elle a ri et secoué la tête. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle admis. Eh bien, pour une chose, je n'ai pas été maltraité ou quoi que ce soit. J'ai contacté quelques femmes que je connais et leur ai demandé si elles seraient prêtes à dire qu'elles avaient été maltraitées et je leur donnerais 5000 $. Elle me lança un regard furieux, me défiant de contester ses actions mercantiles. Mais je n'avais pas le temps de parler. La deuxième femme avec qui j'étais toujours en contact était Rita French. Au téléphone, elle s'est effondrée et s'est déconnectée de moi. Mais quand j'ai appelé la station de radio quelques jours plus tard, quand la fille de Carter est passée à l'antenne, comme vous l'avez entendu, la première personne était Rita. Apparemment, elle avait décidé qu'elle l'avait retenue assez longtemps. Elle sirota son soda. Je n'ai même pas eu à la payer. Je l'ai appelée après l'émission de radio et elle a dit qu'elle ne se souvenait que vaguement de l'une des autres. Mais avant même qu'elle puisse essayer de la contacter, la campagne MeToo a commencé de manière organique. Et une fois que cela a commencé, tout s'est enchaîné avec nous. Tu aurais pu gagner tellement d'argent. J'ai compati. Elle a secoué tristement la tête. Au moment où ils ont poursuivi Carter, j'étais à Chicago et honnêtement je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Quand j'ai regardé à nouveau, c'était déjà fini. Elle a légèrement souri, se remémorant ce qui aurait pu être. Mais tu m'as donné un bon départ, Adam. Merci. Eh bien, c'était tout. Ma vengeance était complète et contre toute attente, mes actions étaient justifiées. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Je me répétais sans cesse que je n'étais pas un monstre, mais l'étais-je ? Les Carter étaient détruits, comme dans une saga fictive. J'ai appris des leçons de vengeance et je les ai exécutées de manière que je n'aurais jamais cru possible. Financièrement, les choses s'amélioraient pour moi. L'entreprise grandissait et George commençait à parler de me racheter pour qu'il puisse prendre sa retraite. Dean et Katrina s'adaptaient à la vie comme le font les adolescents. Leur attention était portée sur l'école, les amis et le sport. Maman et papa étaient déjà relégués au second plan, devenant des distributeurs automatiques et des chauffeurs utiles. La vie continuait comme d'habitude. Environ 4 ans après le divorce, Jean a commencé à fréquenter un homme plus âgé. Pendant un certain temps, ils ont vécu ensemble. Après quelques années de vie commune, ils se sont mariés. Dean et Katrina disaient que c'était un type bien. J'étais célibataire et n'avais pas de fantasme, ce qui signifiait que je ne fréquentais sérieusement personne. Je suppose que j'avais toujours des problèmes de confiance. Après un long moment, sur l'insistance de mon père,
J'ai commencé à consulter un thérapeute en traumatisme et j'ai entamé le processus d'amélioration de mon attitude et de ma vie en général, mais j'ai encore un long chemin à parcourir.